Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. On se retrouve pour poursuivre notre série sur le scouting. On vous avait parlé la dernière fois des futurs franchise players. Et bien cette fois-ci, on va partir sur les role players. Avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube pour nous soutenir, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de QBasket. Mitchell has his head up, takes the liver feet. Oh my!
Ce qu'on voulait faire pour pouvoir travailler sur ces role-players, on voulait se faire un peu un ping-pong. Vous en avez pris l'habitude, on a fait ça pendant les playoffs beaucoup quand on parlait des séries, des ping-pong entre nos avis, puis après on débat autour de la vie. Là c'est intéressant, on est venu chacun de notre côté avec des profils de role-players. Et l'idée c'est de poser un profil de role-player et de le mettre en avant, et puis d'échanger sur comment on le voit, qu'est-ce qu'on cherche quand on scoute pour avoir un role-player de ce type-là, et quels sont les indices qui peuvent nous donner l'impression qu'on peut avoir un role-player de ce type à terme. Ça va, messieurs? On se lance là-dessus, là, sur ce petit ping-pong. Qui démarre? Paul, est-ce que je peux te laisser démarrer? Est-ce que tu as un premier profil à nous présenter? Un premier profil, le Rim Runner. Ah, intéressant. Le Rim Runner. Tu peux nous le définir un peu, ouais. le Rim Runner? C'est quoi pour toi un Rim Runner? Le Rim Runner, pour moi, c'est un intérieur, bon, le plus souvent pivot quand même. Ouais, je dirais. C'est un pivot, quoi. Alors, la taille, en vrai, elle peut fluctuer, mais on se situe entre 2 mètres 5, 2 mètres 6, jusqu'à 2 mètres 15, 2 mètres 16, quoi, pour les plus grands. Les mecs comme Lively, tu vois. Et ouais, donc le rim runner, enfin, pour moi, ce qu'on lui demande de faire au rim runner, c'est protéger le rim, donc le panier en défense, et pouvoir en attaque, parce qu'en général, c'est pas les plus skills en attaque, donc c'est pas à eux qu'on va donner la balle le plus souvent. En attaque, c'est tu mets des gros écrans la plupart du temps pour le porteur de balle de ton équipe. Et ensuite, le rim runner, c'est aussi quelqu'un qui a des grosses qualités athlétiques. Parce que pour runner, entre guillemets, entre les deux paniers, il faut avoir quand même un gros moteur. Donc voilà pour le rim runner. Après, il y a des échelles de rim runner en termes de qualité. Tu vois, je pense quand même aux Mavericks ou jusqu'au final NBA, on a quand même vu. Eux, pour le coup, ils ont 2 rim runners au poste de pivot avec Gafford et Lively. Pour le coup, la première partie de playoff de Lively, elle est quand même bien meilleure que la première partie de playoff de Daniel Gafford. Donc, même au sein d'un profil de role player, il y a des mecs qui se démerdent bien mieux que d'autres parce qu'ils ont beaucoup de qualité et ils excellent plus dans ce qu'on demande aussi au rim runner. Toi, j'espère, ces rim runners là, toi qui es un peu à l'expert scouting là, comment tu les repères? C'est quoi les qualités que tu essayes de regarder un peu dans le détail? Moi, j'aime beaucoup la capacité à prendre des rebonds. C'est quelque chose, je pense, qui est énormément sous-coté. C'est la capacité à dominer, surtout en NCAA, parce qu'on sait que souvent, on l'a déjà dit plusieurs fois, tu joues contre des gens qui ne sont pas matures physiquement. La capacité à comprendre où va le rebond. Est-ce qu'il prend 4-5 rebonds? Ou est-ce que c'est des fulgurances ou des fois il prend 7 rebonds? Ou est-ce que par exemple c'est 7 rebonds chaque saison NCAA et on voit dans le match qu'en plus ces rebonds souvent sont impactants parce qu'en NCAA les possessions sont longues et souvent c'est des matchs qui sont en 60-40. Donc chaque point il est forcément important. Et à quel point il peut protéger la raquette en plus de prendre le rebond parce que des rim runners qui défendent bien, Willie Cauley-Stein, bon, pas forcément le meilleur défenseur, mais ça s'arrête très facilement en fait. C'est un rim runner qui sait à peu près prendre des alley-oops. Défensivement, il est très moyen, mais au final, en termes de rebond et en termes d'impact, il n'est pas présent. Donc, quand tu disais qu'à l'époque, je pense que des rim runners, on pouvait demander à des joueurs d'être juste uniquement grands et mobiles, maintenant, il faut qu'ils sachent défendre en switch, bien communiquer à sa défense, parce qu'il y a de plus en plus de lecture. Donc, il faut que le rim runner soit de plus en plus intelligent et cette capacité de lecture. En plus de savoir box out à côté, parce que les joueurs sont de plus en plus physiquement de plus en plus forts. Donc je pense que prendre un rebond maintenant c'est encore plus compliqué. Et la science du placement, c'est quelque chose qui est compliqué aussi, je pense, à regarder parce qu'il n'y a pas de métrique là-dessus, quoi. Ouais, moi j'ai un autre élément sur ces profils-là, Paul, que j'ai du mal à jauger, c'est la question de l'intelligence de jeu, tu vois, en attaque. Parce que pendant longtemps, on pouvait avoir l'impression que ces profils-là pouvaient être avant tout des athlètes capables de finir fort. Tu vois, alors c'est pas un role player, c'est une star, mais Dwight Howard représente plutôt bien ça. Et aujourd'hui, avec la fermeture des raquettes telle qu'elle est faite, il y a de plus en plus de situations de short roll où il faut développer un peu de playmaking. Et tu vois, moi, c'est vraiment, là, je suis vraiment intéressé par votre avis parce que j'ai beaucoup de mal à évaluer l'importance qu'a la qualité de l'intelligence de jeu et la qualité de lecture offensive sur ces profils-là. En fait, je ne sais pas si c'est quelque chose d'important à cet âge-là, à 19, 20 ans, ou si c'est finalement quelque chose dont on peut partir du principe que ça va se développer, quoi. En fait, c'est intéressant parce que je pense que quand tu scoutes, il y a toujours un fantasme sur les intérieurs rim runners.
qui ont un vrai passing game, quoi, et qui le montrent déjà tôt. Maintenant, à quel point est-ce que c'est un immense game changer? Je pense que ça se voit quand même beaucoup en playoff. À la limite, en régulière, tu vois, tu peux le cacher, mais en playoff, vu que le basket, on va dire, s'élargit de plus en plus, tu dois faire beaucoup plus de sacrifices. Et en tout cas, tu dois prendre des décisions fortes quand tu es en défense sur qui tu vas doubler, des choses comme ça. Et donc, j'aurais tendance à dire que de plus en plus, le passing, ça peut faire une réelle différence. Parce que avec le spacing et le terrain qui s'élargit en fait en attaque, au final, un intérieur qui a une vraie qualité de passe, un vrai passing game qui sent le jeu, qui fait la passe au bon moment, exécute aussi correctement et qui comprend juste les bases de ce que tu dois faire. Parce que sur short roll, parce que ouais, en général, la balle, ils la reçoivent sur short roll, quoi. Bah, ça peut faire une grosse différence. Mais ça, tu le vois que dans des hautes sphères de playoff et Ouais. que en playoff, quoi. J'ai l'impression. T'es raccord, toi, Jasper, là-dessus? Ouais, tout dépend du contexte aussi. Il y a des équipes NCAA qui vont jouer, qu'on appelle avec un hub offensif. Donc, par exemple, un joueur comme Hartenstein, tu aurais pu voir que très tôt, en fait, là, cette capacité à recevoir le ballon sur short roll est un peu le pilier avec beaucoup de dribble hand-off. Il y a des équipes NCAA, en fait, qui ne jouent pas ça, et donc, forcément, c'est difficile de scouter quelque chose qu'on ne voit pas. Et effectivement, comme le terrain s'élargit, mais il y en a toujours cette idée un peu que le mid-range, c'est un peu interdit. Du coup, forcément, tu vas un peu plus laisser ouvert le mid-range. Donc c'est là où par exemple, le rim runner doit maintenant se montrer de plus en plus compétent dans sa capacité de lecture, sa capacité aussi à poser des écrans, parce que là où avant, les rim runners, c'était peut-être uniquement, Clint Capella, c'est un gros écran, je cours tout droit, avec un hard roll, ce qu'on appelait un hard roll du coup. Maintenant, tu as beaucoup plus besoin d'avoir de variété, par exemple, dans tes timings de pick. Est-ce que tu vas roll plus tard? Est-ce que tu vas roll plus tôt? Est-ce que avec ton meneur, du coup, il faut qu'il y ait une synergie? On a vu beaucoup de pivots avec Chris Paul réussir à avoir une sorte de carrière. C'est aussi parce que je pense que Chris Paul, dans la synergie du jeu à deux, est excellent et que du coup, ces pivots ont compris comment jouer avec Chris Paul et comment, dans cette situation, il faut que je roule plus tard, dans cette situation, il faut que je roule plus tôt. Du coup, la qualité de passe de Chris Paul a sublimé aussi leur jeu. Vous voyez, moi, j'ai un gars là en tête sur ce profil-là, sur lequel je m'étais posé pas mal de questions avant son entrée en NBA, c'est Jalen Duren, qui m'apparaissait comme un profil athlétique assez impressionnant. Mais je me disais, derrière ce profil athlétique, on fait quoi? Et j'avais peur qu'en fait, ça poursuive pas parce que justement, ce n'était qu'un profil athlétique, comme on avait pu en voir par ailleurs. Et en fait, ce que je me suis rendu compte assez vite avec Jalen Duren en NBA, c'est qu'en fait, il a cette capacité de lecture. Il y avait des petites bases de capacité de lecture qu'il a réussi à développer derrière. Et je pense que sans ça, ça aurait été vraiment problématique. Et il a cette capacité à poser un dribble, voire deux, pour finir. Et que c'est ces éléments-là qui te permettent d'être viable. Et donc moi, quand je l'avais scouté, en fait, je m'étais pas vraiment rendu compte de ça, quoi. Jalen Duren, je sais plus exactement où il était. Memphis. Ah, Memphis. Penny Ouais. Hardaway, le criminel Penny Hardaway. Exactement. Et donc, voilà, c'est vrai que sur ce rim runner, en fait, je me rends compte de plus en plus qu'il faut quand même intégrer un minimum de notions de playmaking. Je pense que c'est une des choses qui a pu manquer, par exemple, à Will Collinstein, hein, qui a aucune capacité de jeu sur short roll, qui peut-être aurait été d'ailleurs plus à l'aise au début des années 2010. Dans une NBA qui mettait moins de pression sur le porteur de balle et donc il y avait moins de playmaking à faire de la part sur le short roll, donc voilà. Vous voyez d'autres choses à dire sur ce rim runner ou est-ce qu'on passe à un deuxième profil? La capacité à punir les mismatchs. En fait, quand tu as dit Jalen Duren, ça me fait penser un petit peu à Alexandre Sarr et ses interrogations qu'on avait, c'était que une fois qu'Alexandre Sarr, par exemple, dans les situations de pick and roll, parce qu'il en a eu peu au final cette saison du côté de Perth, il y avait des séquences où en fait, s'il arrivait à poser un dribble, mais il ne créait pas de différence. Donc tu disais, est-ce que, certes avec Sarr, il a joué un peu poste 4 en France, donc il sait un peu pace le terrain et faire les passes, parce qu'il avait aussi une bonne qualité de passe. Mais si au final, il s'est posé un dribble sans créer de différence, ça pose problème parce que le joueur n'a pas un shoot fini. Il a un mi-distance où il est efficace uniquement en fadeaway de haut poste, donc dans une situation très particulière. Et la vraie question de son scouting, pour moi, c'était est-ce qu'il peut punir sur des joueurs plus petits que lui, quoi. Et tu penses que s'il n'est pas capable, il peut même pas être minimum un role player? Enfin, toi, ton avis, c'est que pour être sur le terrain, il faut pouvoir faire ça. Tu vois, on peut penser à Rudy Gobert, par exemple, qui n'est pas un Non, role player, pas mais qui a du forcément. mal à faire ça.
Bah, Nick Richards, on en parlait dans le dernier podcast, il a pas de jeu au poste et pourtant il est efficace dans un profil très défini. Mais là, on parle d'un role-player qui a quoi, 10-15 minutes dans une équipe, dans une bonne équipe? Parce qu'au final, Nick Richards, si le ballon il est pas au sol, c'est compliqué quoi. Ouais, ok. Paul, tu vois d'autres C'est choses c'est la limite aussi entre role-player, vraiment dans ce cas-là, très carré, où le coach va sentir que pour moi, un peu un Boban par exemple. Hmm. Boban, on sait qu'il est utile dans une sorte de situation, mais on voit très vite aussi qu'il est très limité dans beaucoup de situations. Là où d'autres players peuvent un peu se muer et ont tendance justement à avoir de plus en plus de qualité. Ouais, ça peut presque donner l'impression que c'est ce qui va faire la différence entre ce que serait Bronner et simplement un role-player ou un peu plus qu'un role-player, quoi. Un joueur intéressant, plus intéressant qu'un role-player à terme. Paul, toi, tu vois d'autres choses sur Cyril Bronner? Non, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Après, c'est pareil, c'est-à-dire que si jamais il te manque du passing, c'est à quel point est-ce que tu excelles dans la protection de cercle, dans la pose d'écran. Tu vois, un Rudy Gobert qui a quand même, je pense qu'il a progressé sur son passing sur les dernières années. Ouais. Bah lui, il excelle sur ça. Donc en fait, il est sur le terrain pendant très longtemps, jusque dans des hautes sphères de playoff. Et après, tu as des mecs aussi qui excellent un peu partout, comme Jarrett Allen. Je trouve que vraiment, il est bon partout, quoi, ou presque. Et au final, il a failli être All-Star. Non, il a été All-Star une fois, et même dernièrement, il aurait pu être deuxième fois All-Star, quoi. Ouais, Ouais, puis tout à fait. Rudy Gobert, pardon, je te coupais. Rudy Gobert, là où on dit que défensivement il est élite dans la protection de cercle, je pense qu'aussi offensivement, il est très limité, mais dans la pose d'écran, je vois aujourd'hui très peu de pivots qui sont aussi bons dans la pose d'écran et dans la course. Pour le cercle, Rudy Gobert, il s'est vraiment spécialisé dans un système de jeu qui est le sien, parce que je pense qu'il est très limité. Il le sait qu'il est limité et qu'il n'a pas de footwork quand il s'agit d'être près du cercle. Par contre, dans la pose d'écran et dans la prise de décision, une fois que l'écran est posé, est-ce que je me tourne, est-ce que je me tourne pas? Comment je gère ma course en fonction de la course du meneur? Je trouve que c'est l'un des meilleurs de la ligue, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant sur ce que tu dis, j'espère quand même autour de la capacité à punir les mismatchs, et regardons cet exemple de Rudy Gobert, c'est que Rudy, et c'est un joueur exceptionnel, hein, il n'y a pas de sujet, mais dans les dernières sphères de playoff, il peut presque pas jouer. Et moi, je pense qu'il peut presque pas jouer parce que justement, il punit pas les mismatchs. Et qu'en playoff, tu arrives à provoquer cette situation pour lui imposer de le faire. Et je trouve ça intéressant parce que, en fait, pour moi, le vrai problème autour de Rudy, c'est son salaire. C'est qu'il a un salaire de star, enfin, il a un salaire de franchise player. Alors qu'en fait, pour cette raison-là, ça devrait sans doute n'être qu'un role player, en fait. Et c'est là où moi je trouve ça, enfin, role player d'élite, hein, là pour le coup, parce que pour le coup, défensivement, on est dans l'élite de l'élite. Mais c'est là où je trouve qu'il y a une limite. Après, on pourrait pas se poser la question, est-ce que Rudy est un rim runner ou un roamer, mais c'est encore autre chose. On passe à un deuxième profil, Jasper, je te passe la main. Ok, ok. Alors, moi, je vais choisir, je pense, le sixième homme, tiens. Le sixième homme, j'ai mis slash shotmaker. Le Parce que shotmaker, pour moi, ok. je pense que c'est quelque chose qui de plus en plus se voue être la même chose. Et j'ai mis entre parenthèses Jamal Crawford, Bon Island, qui sont les mêmes joueurs, presque. Ou Emmanuel Quickley, bon, un peu plus maintenant quand même, parce qu'il y a un peu plus de playmaking, mais Cam souvent, Thomas, peut-être. c'est ça, On exactement. peut être sur ça. Ouais. C'est un joueur qui n'est pas forcément dans le 5 majeur, pas parce qu'il est pas mauvais, c'est parce que souvent il est très à l'heure de ballon. C'est un joueur qui ne sait vivre uniquement par le ballon. L'exemple de Cam Thomas est excellent. C'est un super scoreur, par contre, c'est pas un joueur, selon moi, d'équipe. Bon Island, c'est un peu le même problème. Ce sont aussi ce qu'on appelle des microwave scorers, ce qu'ils appellent ça les Américains. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est en on-off. C'est-à-dire qu'il y a des périodes de 5 sur 5 au tir, sauf qu'après c'est de 0,5 au tir. Et donc, c'est un joueur à utiliser avec parcimonie parce que parfois il y a des matchs où il n'est pas dedans. Il a beau avoir 25-27 ans, il est encore peu régulier. Par contre, ce qui t'apporte offensivement, c'est que c'est le get buckets. C'est-à-dire que tu vas donner le ballon à Bon Island, si dans un bon match, il va te créer cette action, il va te créer ce N1, il va un peu dynamiter l'attaque, il va apporter de l'énergie, quelque chose où, imaginons que tu es dans un momentum un peu stagnant, tu vas demander à un joueur de dire bah lâche-toi, lâche les chevaux, prends peut-être des mauvais shoots, mais je prends la responsabilité à ta place parce que c'est ton jeu, c'est ta façon de jouer. Par contre, le moment où tu vas faire un run de 4-0, peut-être que je te sortirai après, mais ce run-là va être efficace parce qu'il t'apporte du momentum et l'apport de shotmaking, là où par exemple l'équipe avait besoin effectivement de marquer des paniers, quoi. T'en penses quoi, toi, Paul, là, de ce profil du shotmaker? Moi, j'ai un peu du mal avec ce profil parce qu'en fait, je trouve que
c'est souvent des profils qu'on voit dans des équipes régulières qui galèrent un peu et qui sont pas vraiment contenders. Tu vois. Ils prennent un sixième homme qui produit, c'est vrai qu'ils produisent beaucoup en termes de scoring, voire même, on voit, tu vois, dernièrement des profils comme Malik Monk, en fait, c'est pas juste des scoreurs, c'est des mecs qui ont des grosses qualités athlétiques, et en plus, ils lient ça avec du playmaking. Ouais, Monk, il a une bonne vision du jeu, quoi, à présent. Et, euh, et j'ai l'impression que quand tu vois les équipes championnes, ou même en finale de conf, ou en finale NBA, tu vois rarement, en fait, un sixième homme qui a scoré sur la régulière entre 15 et 20 points, quoi. Donc, c'est souvent des profils qui sont super pour une équipe qui a quand même besoin d'augmenter son plancher en régulière parce que il n'y a pas tant de talent que ça en fait dans l'équipe. Par contre, on voit que c'est un peu compliqué quand tu arrives dans des hautes sphères de playoff parce que en général, tu as du scoring, t'as pas forcément tout le temps du playmaking et ils sont pas si safe que ça sur du shoot aussi pour space le terrain. Et, euh, et ouais, enfin c'est des profils intéressants ou alors quand tu es en reconstruction et tu as besoin d'aller de produire, prendre du talent sur ce qu'il y a de dispo et à ce moment-là, eux, ils ont une utilité sur ça, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant avec ces profils-là, c'est que sur ces shotmakers, c'est que j'ai l'impression que c'est le roleplay qui a cessé d'exister en NBA en fait. Qui existait beaucoup pendant longtemps, effectivement, ce profil du sixième, j'espère que tu l'as dit avec Jamal Crawford, qui est un peu le symbole là, de ces profils-là. Et en fait, avec l'arrivée de la data, la question de l'efficacité, j'ai l'impression que s'ils ne sont que des shotmakers, ou alors il faut vraiment l'être à très 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 haut niveau, mais ils ne peuvent plus exister. Et tu as certains shotmakers qui ont fait leur transition avec un peu de playmaking. Je pense à Demar DeRozan par exemple, tu vois, alors là, on n'est plus sur un role player. Je pense à Malik Monk, qui est un bon exemple de ça. Parce qu'en fait, c'est soit tu es un shotmaker de très très haut niveau et en fait, tu n'es plus un role player, tu es une star, tu es une vraie star. Demar DeRozan, typiquement, qui en plus a débloqué un peu de playmaking. Mais j'ai l'impression que ces profils-là, moi, quand je les regarde aujourd'hui, si j'ai pas un minimum de potentiel sur le playmaking, je ne me projette plus avec eux en fait. Et j'ai pris Cam Thomas pas par hasard, hein, Cam Thomas qui de mémoire était à LSU, était vraiment un profil de joueur qui jouait tout seul quoi. Il jouait tout seul, il faisait pas de passe. Et moi alors, il avait une range de dingue, il avait un tir de dingue, mais Il faut il le jouait dire. tout seul. Et moi j'arrive plus à me projeter sur ces role players là parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont plus leur place en NBA en fait. Je suis d'accord et ça rejoint ce que vous dites. Emmanuel Quickley, qui avait un peu ce profil à New York de shotmaker en sortie de banc à Thibodeau, on a vu qu'il s'est mué en véritable playmaker, meneur de jeu. Ouais. Là où avant c'était plus un poste 2 qui était presque, on va revenir après, mais peut-être dans le côté shooter à gros volume et un peu qui combine shotmaking. Maintenant, il faut plus que ça. Il peut plus en fait être si peu efficace en fait au final, où il faut être dans une équipe de bas de tableau. Désolé les Pistons, mais par exemple un Cam Thomas aux Pistons, ça peut être un sixième de luxe ou un Lonnie Walker par exemple. Mais aujourd'hui dans une équipe qui gagne, tu peux plus te permettre d'avoir un joueur si peu efficace, si j'ose dire. C'est un bon exemple, Lonnie Walker, tu vois, qui est un joueur qui a des vraies qualités, mais qui aujourd'hui trouve plus de place en fait dans des rosters, tu vois. Même aux Lakers, qui avait vraiment un problème de profondeur, bah il jouait pas de manière régulière et il a eu quelques coups d'éclat, mais il n'y arrivait pas. Et tu vois, si tu prends l'exemple de Quickly, c'est un exemple intéressant parce que moi, je n'ai pas souvenir à Kentucky de m'être dit waouh, Quickly il va à 2000 à l'heure. J'ai pas souvenir de m'être dit il a un premier pas de fou, il est explosif au cercle. Par contre, tu voyais que défensivement, c'était pas catastrophique. Et tu voyais des premières bribes, même s'il était beaucoup sur du catch and shoot, tu voyais des premières bribes il peut en fait un peu quand même prendre des bonnes décisions. Et du coup, là, je trouve que c'est plus simple de se projeter sur un rôle NBA qu'un Cam Thomas où t'es que sur le scoring pur et dur, quoi, tu vois. Je sais pas, Paul, ce que t'en penses un peu, mais... Ouais, mais après, je pense que c'est quand même des mecs qui auront, quoi qu'il arrive, une place en NBA parce que tu vois, Clarkson, il est toujours sous C'est vrai. contrat et il joue à Utah. Levert, c'est vraiment le mec qui est sur courant alternatif. Et je pense il a bien encore 5-6 ans NBA. Bogdanovic, il commence à vieillir, mais en fait, il est toujours là, tu vois. C'est des mecs qui sont là, mais en fait, tu peux pas vraiment compter sur eux quand t'es contender, quoi. Mais je pense qu'ils auront toujours leur place. Et ils ont aussi, je pense qu'ils ont un rôle de mentor, peut-être, qui a de la valeur dans un effectif reconstruit. Où, vu que c'est des mecs qui savent comment get bucket, bah, le gars qui arrive en NBA et qui a un peu de mal sur n'importe quel poste,
peut prendre un peu des conseils de ce là pour comment get bucket plus facilement, etc., quoi. Parce qu'ils apportent quand même de la valeur. Et tu vois aussi en basket FIBA où tu vois un Bogdan Bogdanovic, il quitte le franchise player quand il jouait avec la Serbie et quand il n'y avait pas Jokic, quoi. Euh, Moi, ce que je ouais, trouve, c'est un profil particulier, ouais. ce qui est intéressant sur ces profils-là, c'est dans des équipes en développement, ils enlèvent beaucoup de pression aux joueurs en développement. Parce que tu as toujours un volume dans les matchs important, de mauvais tirs à prendre. Il faut arriver à en faire quelque chose ou pas. Mais je pense que tu vois, tu prends l'exemple de Clarkson. On peut prendre l'exemple de Clarkson quand il était aux Lakers au début. Je pense que tu es quand même content de l'avoir. Parce que quand tu développes tes autres joueurs autour, tu leur demandes pas de venir aller forcer des shoots compliqués, de possessions difficiles qui peuvent quand même un peu entacher l'efficacité, la confiance. On sait que les joueurs aussi peuvent ne pas avoir envie de les jouer, ces positions-là. Et du coup, tu as raison, ils arrivent à trouver une forme de temps de jeu dans ces équipes-là. Par contre, aujourd'hui, on ne les retrouve plus. S'il n'y a pas un minimum de playmaking, on ne les retrouve plus dans des équipes de top niveau. Et Malik Monk est le très bon exemple, qui a toujours été un get bucket, mais qui a passé ce cap-là à partir du moment où il a su ajouter le playmaking. Aux Lakers, on le voyait pas encore, mais par contre à Sacramento, on le voit clairement. On passe à un autre profil. Alors moi les gars, je voulais vous proposer le lock défensif, qui est pour moi peut-être le profil qui a le plus évolué en NBA. Ce que j'appelle le lock défensif, en fait, c'est le joueur qu'on met sur le point d'attaque. C'est le joueur qu'on va positionner sur le point d'attaque qui, durant les années 2010, était... Alors déjà, il y a eu les années 2000, où on acceptait d'avoir des locks défensifs qui offensivement n'existaient pas. Ensuite, on a eu les années 2010 où on leur a demandé de shooter, et voire même d'être des excellents shooters. Je pense à PJ Tucker, par exemple, qui avait un peu ce rôle-là et qui pouvait jouer corner. Je pense à Trevor Ariza. Je pense que d'ailleurs, je vais revenir sur Trevor Ariza après. Et après, on leur demande désormais de devenir peut-être des moins bons shooters qu'à une époque. On leur demande moins d'être des top shooters qu'à une époque. Mais par contre, d'être capable d'attaquer un close-out, ça c'est l'élément qui est devenu très important. Et voire même de développer un peu de playmaking, quitte à ce qu'il soit un peu moins fort que ce qu'on avait dans les années 2010 sur l'homme, et moins bon shooter. Du coup, moi sur ces profils-là, de plus en plus, ce que je regarde, c'est pas tant à quel point ils sont élites sur la défense, mais à quel point ils ont déjà une forme de polyvalence en attaque. Je prends un exemple, après je vous laisse la parole. Un joueur sur lequel je pense, si je regardais à nouveau ces années universitaires, je devrais me dire, allez, je me projette, c'est Josh Green, qui est genre ancien joueur drafté par Dallas, qui maintenant va être Hornets, qui est pleinement là-dedans. Bon défenseur, vraiment bon défenseur, mais peut-être pas élite. Bon shooter, mais peut-être pas élite. Mais par contre, il y avait déjà l'attaque de cercle. Et de mémoire, en universitaire, il jouait même un peu de pique, légèrement. Et du coup, tu avais un peu ça. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Moi, je vous donne moi ma vision de l'évolution de ce poste de lock, quoi. C'est un profil assez compliqué parce que je pense forcément à un joueur qui était dans cette draft, Ryan Dunn. On a vu un joueur, je pense, en termes de polyvalence défensive, en termes d'impact défensif, il suffit de voir les métriques, hein, ce n'est pas arrivé depuis Anthony Davis. Donc on avait quand même un joueur d'un calibre assez impressionnant. Là où moi déjà j'aimais bien les dernières, que je saoulais les gars de Symbiose parce qu'ils tournaient à 4 points par match et que j'adorais son aspect défensif, c'est très compliqué. Surtout dans une offense, par exemple, on prend le contexte de Virginia, qui est une équipe qui n'est pas forcément portée sur l'attaque, de voir quel est son rôle. Encore aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec du coup Grégoire de Valley-Hoop sur... Il me demandait c'est quoi le rôle offensif que va avoir Ryan Dunn aux Suns, et je lui disais c'est compliqué parce que c'est un joueur qui joue un peu par le pic, mais qui n'est pas excellent par le pic. On lui a demandé de shooter, son volume à 3 points n'a pas augmenté, et il n'a pas un jeu de passe non plus extraordinaire. Donc là où tu dis qu'il faut attaquer les close-out, il faut avoir un jeu de passe, en fait Ryan Dunn ne coche aucune des cases. Il est vraiment dans la case de Matisse Thybulle, c'est-à-dire que je suis excellent défensivement, mais si j'ajoute pas un corde à mon arc, c'est-à-dire je sais poser un écran, je sais faire des passes, ou j'ai un minimum de handle pour punir quand il y a des espaces dans la défense, je ne suis plus utile. Donc effectivement, je pense que t'avais raison quand tu disais au début, le POA c'est toujours aussi important, encore plus important maintenant qu'avant, mais si offensivement il trouve pas un rôle, en fait c'est un joueur qui est destiné à mourir. Paul, t'en penses quoi, toi, de ces profils-là de lock?
Pour moi, en fait, c'est un peu un profil qui n'existe plus, quoi. Enfin, je vois pas un lock défensif qui peut être sur le terrain, ne serait-ce qu'en régulière, avec un bon temps de jeu, et qui fait pas grand-chose d'autre à côté. Parce que tu vois, tu as cité Trevor Ariza et Tucker sur sa carrière, mais en fait, c'est des ND, c'est pas vraiment des locks défensifs. Tu as Le raison, lock défensif pur. quand je disais lock, je pensais au free and D en fait. Hein. C'est le Ah, joueur ok, qu'en fait on d'accord. va chercher avant tout pour sa qualité de défense sur le point of attack. Et ce que je voulais dire, c'est que on a eu un moment où on leur a demandé à minimum de shooter à 3 points. Et l'impression que j'ai maintenant, c'est qu'on leur demande plus que ça j'en suis à peu près sûr. Ouais. Mais que même au-delà de leur demander plus que ça, on va préférer un mec très bon en défense, mais pas élite, mais qui sait faire un peu plus de choses en attaque. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis, hein, ils ont du mal à exister. Hein. Ouais, parce que tu vois, des mecs comme Josh Okogie qui font que ça, de la défense POA, en fait, ils sont vraiment sur le terrain. Un Matisse Thybulle, et les Sixers, enfin, au début, on s'était dit, il va peut-être développer un shoot, finalement, il l'a jamais fait. Donc aujourd'hui, il est aux Blazers dans un effectif qui manque. Il a du temps de jeu, mais voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. Donc aujourd'hui, ouais, le 3&D, en fait, le lock défensif, il est devenu 3&D par obligation, parce que sinon, en fait, il joue même pas, quoi. Euh, Ouais. Après, Matisse Thybulle, c'est un All-NBA Defensive Team, donc c'est vraiment le must du must de la défense. Il est quand même encore sur le terrain, sinon, en fait, c'est que des mecs en bout de rotation. Où on se dit, allez, si jamais on a des blessures sur le 5 majeur et tout, on va lui donner du temps de jeu sur de la régulière, sur 2 ou 3 semaines, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais sinon, en fait, c'est des mecs qui n'existent plus. Hein. Ouais, le 3&D, je pense que vous l'avez bien expliqué. Hein, à un moment, on lui demandait de vraiment shooter à 40 ou 42% à 3 points. Et aujourd'hui, si seulement c'est 35-36 sur un certain volume, que derrière, tu as du playmaking, t'as une capacité à drive. Un mec comme Okoro, il fait des bons pourcentages dernièrement sur un volume qui est pas énorme. Et ce qui est un peu frustrant, c'est que tu vois, sur ses drives, il n'est pas encore hyper efficace. Et même si la vision du jeu est là, on voit quand même un mec sur le terrain qui n'a pas encore vraiment ultra confiance en lui. Après, c'est aussi le système qui ne le mettait pas en confiance. Et on a vu aussi les limites d'Okoro là en playoff sur le run de playoff des Cavs. Parce que quand ces mecs-là, en fait, ils mettent pas à 3 points, si derrière, ouais, t'as pas de passing, t'as pas de vraie qualité sur drive, tu joueras plus, quoi, tout simplement. C'est pour moi la différence entre les bons role-players et les mauvais role-players, c'est qu'il y en a qui sont du coup très limités et on parlait de Gobert aussi, que du coup, des joueurs qui sont caduques à partir du moment où le niveau de jeu augmente, on en rend plus que ce qu'ils peuvent faire. Et là où tu as des très bons role-players qui peuvent s'adapter à plusieurs types de situations. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il existe encore peut-être des locks qui sont athlétiquement au-dessus. Je pense à Jonathan Isaac, je pense aussi peut-être à Derrick Jones Jr. Même si Derrick Jones, il a développé un shoot, c'est quand même encore, je pense, des locks parce que athlétiquement, ils ont quand même ils sont au-dessus de la moyenne. Et Du coup, ils apportent. tu vois, tes deux exemples que tu donnes sont intéressants. Effectivement, avant tout, c'est des défenseurs du point of attack, même si Isaac, avec ses blessures, est devenu presque un connecteur défensif. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ils ont développé un peu de shoot. Ça, là-dessus, pas de surprise, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'ils débribent un peu sur le shoot. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils n'ont pas que ça en attaque. Derrick Jones a une super qualité de finition dès qu'il a engagé la course vers l'avant, vers le cercle. On l'a beaucoup vu durant les playoffs. En gros, plutôt que de le laisser dans le coin, tu lui fais faire 1 ou 2 pas et en fait, il est lancé, il est tellement long que direct, il a la tête dans le cercle si tu bloques pas sa course. Jonathan Isaac, il a un peu ça aussi. Il est moins explosif, mais il peut jouer un peu de jeu de cut et il peut se rapprocher du cercle. Et tu vois, je trouve ça intéressant de voir que sur ces joueurs-là, et ben en fait, juste du shoot, ça suffit plus, tu vois. On a fait un podcast durant l'été là sur la série entre Houston et les Warriors de 2018. Et avec Jam, on se faisait la réflexion. Un joueur comme Trevor Ariza, on s'est dit, mais en fait, aujourd'hui, il pourrait plus jouer en NBA, la version Trevor Ariza de Houston. Parce que l'attaque de close-out, elle est à ce point faible que c'est trop facile, en fait, de mettre en place un système où tu vas pouvoir le défendre. En fait, tu sors comme un boulet de canon sur le 3 points, et c'est bon, c'est fini. Alors aujourd'hui, sur ce truc-là qu'on a repéré, on demande de poser 2 dribbles et de finir. Typiquement un Norman Powell qui est capable de faire ça à un niveau vraiment, vraiment élite. Donc voilà, moi sur ce rôle de lock, qui je trouve est un des rôles qui a le plus évolué, c'est ça que je trouve intéressant. Vous avez d'autres choses à dire sur ce rôle là un peu de free indie lock? Non, je suis d'accord. Je pense que Danny Green aussi, à une époque, Ouais. c'était un peu ce rôle. Et effectivement, Danny Green, demander d'attaquer un close-out, je pense que c'est assez compliqué pour lui. Ouais. Et donc, un Danny Green transposé dans la NBA d'aujourd'hui, ça reste un peu compliqué, je pense. Ouais, je suis assez d'accord. Paul, on te redonne la parole pour un autre cas? Le shooter.
Ok, le Le shooter. shooter pur, poste 2, allez, poste 3, enfin un peu entre le poste 1 et le poste 3. Bah là, en fait, c'est pas compliqué, c'est les fils, c'est jeu off-ball. Profiter vraiment de la gravité de ce mec en attaque. Et c'est qualité du shoot. Là, ensuite, ça va plus être du scouting où on va regarder, où ça va être très visuel en fait, à quel point le timing de son shoot, la hauteur de son release, comme on appelle ça. Et c'est des profils, c'est des profils intéressants parce qu'en fait, il y en a pas mal où tu te dis, où ils sont mal projetés, je trouve, en NBA. Tu vois, un mec comme Joe à OKC, moi, je trouvais qu'il avait vraiment, enfin, je pense que c'était limite le meilleur shooter de sa draft. Évidemment, il est drafté qu'au second tour. Et même, je sais plus si c'est la même draft, mais un mec comme Sam Merrill à Utah State à l'époque, il avait vraiment des énormes qualités de shooter. Et enfin, je trouve que c'est un peu un profil qui est un peu oublié par moment. Et au final, c'est aussi des mecs qui ont prouvé, tu vois, Joe et Merrill, que bah, en fait, ils pouvaient, comme les 3&D, c'est-à-dire que bah, à une époque, en fait, on leur demandait juste de shooter et de mettre dedans, mais aujourd'hui, on leur demande plus. Et Isaiah Joe, tu vois, je trouve qu'il a vraiment montré des belles qualités cette saison sur de la défense pure, sur du point of attack. Pareil pour Merrill. Alors, Merrill, c'est plus être en attaque où on a vu un vrai passing. Donc, c'est des mecs qui ont compris aussi qu'il fallait, s'ils voulaient vraiment avoir un rôle en NBA, s'ajuster et s'adapter sur d'autres qualités. Mais voilà, c'est des profils de shooters qui ont été draftés récemment, qui ont été un peu mis de côté. Enfin, quand je dis mis de côté, c'est drafté assez bas finalement, alors qu'ils avaient des qualités qui pouvaient vraiment se projeter en NBA, quoi. Moi, ce que j'aime bien sur ces profils-là, c'est peut-être le profil sur lequel j'ai l'avis le plus défini en fait. Le profil du shooter. En fait, ce que je trouve assez intéressant en termes de scouting sur le profil du shooter, c'est que si on regarde bien, il est extrêmement rare d'avoir le profil du shooter en mouvement qui est aussi un bon défenseur. Parce que souvent, être en capacité d'être un bon shooter en mouvement, ça demande une capacité de circuler entre les écrans et ça demande en fait une certaine forme de légèreté pour avoir de la mobilité, pour être capable de se resituer en l'air, etc., etc. Et en fait, ces qualités-là sont souvent peu compatibles avec les qualités de puissance que demande le rôle un peu de lock défensif. Et du coup, sur ces profils-là, j'arrive à me projeter si on est vraiment élite de chez élite sur le shoot en système. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sa seule capacité à être viable sur le terrain à haut niveau, pour moi, c'est s'il est capable de créer du jeu par du système. Et donc en fait, c'est presque un générateur d'attaque. Ça devient un générateur d'attaque. Et je suis convaincu qu'en NBA, c'est un point qu'on n'a pas encore assez utilisé, qu'on utilise beaucoup plus en Europe, de générer de l'attaque par ces shooters-là. Mais il faut que ce mec soit suffisamment bon pour être capable d'en générer, parce que souvent, très très souvent, ces profils-là bah, n'ont pas la défense qui va avec. Parce que c'est des qualités qui sont presque un peu antinomiques. Alors là, des exemples, il y en a plein. Hein. JJ Redick, Bogdan Bogdanovic, je sais pas, on peut faire la liste. Et Corver. Kyle Korver, la liste c'est Chris extrêmement... Duarte récemment, enfin il y en a pas mal. Ouais, Chris Duarte, tout à fait, récemment. La liste est très très longue. Tu vois, moi par exemple, quand j'ai vu jouer, de mémoire, il devait être à Rice, un truc comme ça, mais je crois que c'était ça. Quand j'ai vu jouer Trey Murphy, ça m'avait impressionné parce qu'on avait ce shoot en mouvement et il y avait la défense. Et c'est pour ça que moi je trouve que le profil de Trey Murphy il est incroyable parce qu'il cumule les deux. Puis en plus il a un peu d'explosivité au cercle maintenant. Et je trouve que ça c'est extrêmement extrêmement rare. Donc en fait ils sont très très durs à trouver. Donc voilà, moi sur ces profils de shooter, j'ai besoin qu'on soit dans l'élite de l'élite pour me projeter. Et ce qui est compliqué aussi dans le scouting, c'est que souvent ces profils de shooters à gros volume, comme ils scorent beaucoup NCAA, ils ont facilement le ballon. Alors ce qu'on va leur demander dans le scouting, c'est de ne pas avoir le ballon. Bon, je prends le cas de Dalton Connect. Tennessee est connu pour être une fac très défensive. Et certes, il était très intéressant on-ball, mais ce qu'on voulait voir, c'est pas sa capacité à être bon on-ball. Parce qu'on sait très bien qu'en NBA, aux Lakers, je pense pas que LeBron va dire tiens, Dalton Connect prend la balle, fais-nous un système. Ce qu'on veut, c'est à quel point ses déplacements sont bons, à quel point il arrive à faire graviter l'offense autour de lui, comme tu le disais si bien. Et du coup, aussi à quel point, effectivement, il a les mains prêtes, la release est haute, à quel point il déclenche vite son shoot, à quel point il place ses jambes
très rapidement pour être en fait hyper efficace dans un système de jeu. C'est je cours grossièrement, c'est je cours partout sur le terrain. Une fois que je suis ouvert, je prends le shoot, je tire. Mais tu vois, moi Dalton, moi je dis Connect, mais c'est Connect, t'as raison. Dalton Connect, moi je suis halluciné qu'il n'ait pas été pris plus haut. Parce que ce profil de. Alors faut voir à quel point il est bon au shoot, mais ce profil de shooter en mouvement, donc de shooter de système qui peut défendre sur la balle, même si sur ce qu'on a vu, c'est la défense off ball qui est parfois un peu. Enfin, il dort un peu parfois. Mais ça peut se développer pour le coup, mais ce combo-là est tellement rare que j'étais extrêmement surpris que dans une draft de ce niveau-là, enfin moi sincèrement, je l'attendais presque top 8. Hein. Parce que le profil est extrêmement rare là-dessus. Ouais, j'avais dans le top 10. En plus, c'est un joueur qui, pour le coup, on parlait de profil assez âgé. On a très bien vu il a fait un peu de JUCO, je crois, après Valenciennes. Là, il va à Tennessee. Il a l'exposition. On voit que c'est l'un des meilleurs scoreurs. Enfin, les analytics, on avait parlé, nous, dans les nerdies, que en termes de catch and shoot, c'est 4 à 15e centile, alors qu'il a un volume énorme et que la section de tir, en plus, des fois, est assez douteuse. Mais ça te suffit pour avoir un échantillon de... si tu le cadres assez bien, tu sais très bien qu'il va mettre des paniers. Donc, effectivement, c'est assez surprenant. Peut-être qu'il y a aussi le fait un peu Chris Duarte, où c'est un joueur qui va être très bon sur 1-2 ans. Mais au final, il a très vite atteint son plafond. Et son plafond, en fait, il est plus faible qu'on pensait. Ça peut, ouais. T'es d'accord, toi, Paul, là, sur ce côté, il faut que ce shooter il soit un peu élite, vu que c'est même toi qui as donné le profil. Il faut qu'il soit un peu élite pour pouvoir exister. S'il n'a pas la défense, ils ont rarement la défense quand même. Hein. Moi, je trouve. Hein. Ouais, ils ont rarement la défense. Mais ce qui est intéressant avec Connect, c'est qu'en fait, c'est. Parce que pour moi, le profil du shooter, en général, c'est un peu le 7e, 8e homme. Et je pense que Connect, il a suffisamment montré en termes de création de ball, peut devenir lui un 6e homme. Après, ça se trouve, ça deviendra encore plus, ça deviendra peut-être une troisième option offensive ou des choses comme ça. Et c'est un peu. Enfin, Connect, c'est un peu le niveau au-dessus en fait du shooter, tu vois. Ok. Pour moi, le shooter, c'est vraiment. On peut vraiment pas lui donner suffisamment de création de ball. Par contre, c'est à quel point est-ce qu'il fait la différence sur du jeu off ball. Alors, je pense que le level 100% du role player en termes de shooter, c'est Klay Thompson. Là, tu vois, le shoot, c'est incroyable, le jeu off-ball aussi. Pour le coup, lui, pendant un moment, tu avais de la défense. Tu avais quand même une grosse défense point of attack, même si aujourd'hui, clairement, c'est plus le cas parce que la blessure et perte de puissance, justement, au niveau des appuis et tout. Et c'est un profil, ouais, c'est souvent un profil de 7e, 8e homme, comme on l'a vu, tu vois, avec Isaiah Joe ou Sam Merrill avec des blessures. Mais après, c'est rarement un profil, enfin, tu sais, qui sont vraiment plafonnés, quoi. Ouais, et puis. Oui, j'ai l'impression que c'est des carrières assez courtes. Tu regardes un peu de Joe Harris. Joe Harris, sa carrière, il est passé de super joueur aux Nets à il rate une série aux Nets à je sais plus s'il a pris sa retraite, mais ça, Il a pris sa retraite, cette ouais. saison Pistons, ouais, voilà, c'est une catastrophe. T'as l'impression que du coup, comme athlétiquement, ils sont pas forcément au-dessus, dès qu'ils deviennent plus réguliers, ils sont vraiment, ils ne servent plus à rien. Desmond Bain, c'est pas contre lui, mais ça se trouve, il y a un moment où le shoot va pas suivre. Et tu vois, Desmond Bain, si le shoot suit pas, en fait, il sert plus à rien. Et c'est un joueur qui peut avoir sa carrière qui passe de très haut à, en 2 ans, un downfall hyper rapide et hyper violent. Après, il est en train de développer un peu le playmaking sur le pic, justement pour ne pas être que là-dedans. Mais ouais, profil intéressant, là, ce profil du shooter avec des choses différentes qu'on essaye de regarder. Là, on est sur un vrai profil de role player. Kyle Korver, ça joue aujourd'hui en NBA ou pas, à votre avis? Ah non, Vraiment, toute lui, franchise. il est resté jusqu'à 38 ans en NBA, hein, un truc comme ça. Hein, donc, Mais c'était peut-être l'NBA pas dans un il y a effectif un petit moment quand contender. même. Ouais. Moi, je pense que Kyle Korver, dans la NBA d'aujourd'hui, ça joue, pour le coup. Je pense que ça Si, joue si, parce que c'est à ce point fort sur le shoot en mouvement que ça génère de l'attaque, en fait. Ça génère une option d'attaque. Et c'est ça qui fait qu'il peut être jouable. Parce que défensivement, ça l'est pas. Mais les systèmes défensifs ont aussi évolué. La couverture de cercle est beaucoup plus importante pour un peu compenser. Ça Quoi. dépend en fait dans quelle franchise. Encore, il y a des franchises où le niveau. Je vois pas un Kyle Korver dans certaines équipes, genre Nets, par exemple, tu vois. Ouais, bien Moi, sûr. au Cavs, je prends direct, quoi. Ouais. Voilà, typiquement. Mais tu vois, mais Baylor Shireman, on est vraiment dans un profil que les Celtics ont pris. Et c'est le profil du Kyle Korver du pauvre, globalement. Hmm. Un joueur peu athlétique, qui a certes un peu de qualité de passe et qui est pas forcément qui est assez intelligent, qui a un cul basket. Par contre,
en termes de shoot et de gros volume, on a vu ce qu'ils ont fait avec Sam Hauser. Ils vont se dire, bah, en fait, on a un second profil qu'on peut ajouter qui va nous permettre d'avoir encore plus de versatilité offensive parce que c'est un joueur que les équipes vont pas forcément défendre. Sur la note de scouting, tu vas pas te dire de défendre plus Shireman que John Tatum, mais c'est un joueur qui va te mettre, je sais pas, 6-7 points. Mais ces 7 points vont être importants parce qu'il va apporter en fait énormément de gravité. Ouais, c'est ça. Après, c'est à quel point est-ce que tu es vraiment meilleur que les autres sur tes pourcentages à gros volume? Parce que tu vois, un mec comme Grayson Allen, lui, il a des pourcentages vraiment dingues, quoi. Donc, il chope un beau contrat, il est dans un effet que la valeur qu'il apporte à travers sa qualité de shot making et donc du spacing par conséquence, elle est vraiment incroyable. Et on a vu, tu vois, je pense au run des Clippers, là, à leur série face aux Mavs, où avec seulement Harden et Paul George sans Kawhi, on les a vus quand même bien mettre en avant Norman Powell à travers des staggers ou des systèmes comme ça. Et lui, il a montré aussi en plus qu'il pouvait drive. Et Norman Powell, il se détache et c'est un des meilleurs sixième hommes de la ligue. Lui aussi, il a cette capacité à drive que finalement certains en fait n'ont pas ou n'auront jamais, quoi. Moi, je trouve que Norman Powell, là, on est vraiment sur la Rolls-Royce du role-player offensif en plus. Parce qu'il a le shoot, mais effectivement, comme tu dis, il est tellement fort sur l'attaque en 1 ou 2 dribbles pour aller au cercle qu'on est sur la Rolls-Royce. Et t'as raison, il a réussi à développer ça pour être. En plus, il est plutôt bon en défense, moi, je trouve. Et, enfin, même si. Enfin, plutôt bon en défense, j'exagère un peu. C'est pas une encre en défense. C'est pas un cancre en défense. C'est pas une encre, ça, c'est sûr. C'est pas un cancre en défense. Et du coup, là-dessus, il est intéressant. Tu vois, Grayson Allen, c'est un cas intéressant parce que Grayson Allen, moi, je trouve que. En fait, je trouve que les Suns lui donnent trop de valeur. Parce que Grayson Allen, il t'offre un spacing de dingo parce que son shoot en catch and shoot à l'arrêt est fou chez fou. Mais pour moi, ça, mais ça vaut pas, je crois qu'il est à 15 millions cette année. Pour moi, ça vaut pas ça en fait. Ça vaut pas ça parce que, ok, c'est Elite 2 et chez Elite sur ça, mais je préfère largement avoir un mec qui a 40 ou 39% et soit qui m'apporte un peu de drive, soit un peu de défense. Mais largement. Parce qu'au final, ce que t'apporte Grayson Allen sur le spacing n'est pas beaucoup plus important que ce que va t'apporter un mec à 39%, tu vois. Ça revient au même en réalité. Et je préfère aller chercher autre chose. Donc c'est pour ça que ces profils-là, vraiment, là Grayson Allen, on est vraiment sur le catch and shooter à l'arrêt, le spot-up shooter, c'est vraiment le spot-up shooter. Élite de chez Elite, on n'a peut-être même jamais fait aussi fort sur le spot-up shooting. Et ben moi je trouve que ça a une valeur un peu basse et je trouve qu'il ne faut pas leur accorder trop de valeur, quoi. Du coup, j'ai une question. Est-ce que tu préfères Pat Connaughton ou Grayson Allen? Parce que je trouve que Pat Connaughton, du coup, il a moins de shoots. Il a peut-être plus de défense, plus de drive. Aujourd'hui, tu préfères avoir un. Ah, je sais pas si après Pat Connaughton, c'est dans le même range. Je pense que Grayson Allen est un peu au-dessus. Mais est-ce que dans l'idée, du coup, tu préfères un Pat Connaughton à un Grayson Allen? Alors moi je trouve que Grayson Allen, il y a un élément qui est un peu sous-coté. Moi je trouve que défensivement il est pas mal. Et du coup ça vient un peu compenser ça. Je trouve sa défense sur l'homme est pas quand même pas mal. Et puis ses rotations sont pas mal. Donc non, je prendrais pas Pat Connaughton devant. Mais par exemple, sur des salaires à peu près similaires, je crois qu'on a 3-4 millions d'écart, je prends tous les jours Norman Powell devant Grayson Allen par exemple. Tu vois, tous les jours quoi. Pour le coup. On a fait le tour sur ce profil shooter ou pas? Ouais. Ouais. Juste un dernier truc, Ouais. je trouve que c'est aussi un profil à risque dans le sens où en playoff, on a vu quand même pas mal de gars, tu vois, je pense à Joe Harris qu'on a cité, où je sais pas pour quelle raison, mais peut-être par manque de confiance, peut-être parce qu'au bout d'un moment, en fait, ils ont pas assez de talent pur et ça se ressent dans des hautes sphères de playoff, mais je trouve que c'est des mecs où il y a beaucoup de shooters purs sur le papier, où quand tu regardes les pourcentages en régulière par rapport aux pourcentages en playoff, il y a un vrai écart quoi, sur certains gars, quoi. C'est aussi des profils pas très safe, où ouais, si tu les compares à un 3&D, bah, si le 3&D il met pas ses 3, au moins tu sais que tu as de la défense, plusieurs aspects. Mais pas ses 3, si sur un match de playoff important, il les met pas, en fait, il a une valeur, mais très négative. Donc c'est des profils un peu à risque aussi, un peu comme le sixième homme, même si c'est différent. Et dans des hautes sphères de playoff, c'est pas souvent des profils aussi qu'on revoit, quoi. On retrouve, tu vois, le pourquoi je dis qu'il faut que ça soit un mec qui te génère de l'attaque. Donc un shooter de système. Sinon, ça sert à rien, tu vois. Sam Merrill, tu vois, moi je trouve que je l'ai trouvé vraiment intéressant, tu vois, dans la série de playoffs contre Orlando. À un moment donné, tu vois, certes, il défend pas, mais ils étaient retrouvés bloqués, ils n'arrivaient pas à générer de l'attaque. Bah, Sam Merrill, il te génère de l'attaque. Parce que là, pour le coup, lui, il a de la sortie d'écran et du coup, il est à ce point intéressant. Donc, ouais, effectivement.
J'espère que je te propose de nous redonner un profil. Je réfléchis. J'avais mis 3 types de shooters, mais je pense que ça se rejoint, donc j'ai changé de sujet. Je pense que je mettrais... J'ai mis le glue guy. Ok. Terme assez compliqué, je pense. Terme qui peut être un peu trop utilisé facilement. Parce qu'on a dit par exemple que Tarison était un glue guy. Je pense que Tarison est un peu plus qu'un glue guy. J'ai mis, je sais pas si vous êtes d'accord, Xavier Tillman. Que je pense qu'il peut faire partie de la sphère glue guy. Ce que j'entends par glue guy, c'est un joueur qui n'excelle dans presque aucun domaine et qui est très moyen partout. Donc on sort un peu du côté role-player, on a dit qu'il était élite dans quelque chose. Il est élite nulle part. Il est moyen partout. Par contre, du coup, ça le rend hyper polyvalent. Et dans des équipes qui gagnent, je prends l'exemple du coup de Boston, Xavier Tillman ou même chez Memphis, était très utile par sa polyvalence. Parce qu'il apporte plein de petites choses dans le jeu. Et dans le côté glue guy, c'est le côté je fais un peu les mauvaises tâches que personne n'a envie de faire. Et je peux remplir des missions très précises quand il faut. Mais je suis aussi du coup très limité. C'est intéressant ce profil-là. Moi, je m'étais noté les connecteurs défensifs et les connecteurs offensifs. Ça rejoint un peu ton truc du glue guy. Et en fait, en me détachant les deux profils, je n'avais pas repensé au terme de glue guy, mais en détachant les deux profils, je m'étais dit, mais en fait, je crois que les connecteurs défensifs, on ne peut les mettre sur les terrains que s'ils sont aussi des connecteurs offensifs. Et qu'en fait, tu as besoin d'être connecteur des deux côtés pour être sur le terrain. Parce que si tu l'es que d'un côté, bah ton apport est trop faible, quoi, tu vois. Et typiquement, c'est, tu vois, les deux que moi je m'étais noté, c'était Nicolas Batum et Draymond Green, sur deux niveaux différents. Et ouais, sur ces profils-là, moi, le premier truc que je regarde, c'est à quel point ils le sont des deux côtés du terrain. Et c'est quoi ce que tu appelles un connecteur défensif? Pour moi, le connecteur défensif, c'est le mec qui est à la fois capable de switch un peu si nécessaire. Ça va être un joueur qui est très bon sur les rotations. Et en fait, qui est capable, s'il se retrouve sur un poste de défenseur extérieur, bah, du coup, de sentir les rotations. S'il se retrouve sur un poste, sur un switch, sur un poste un peu d'intérieur, il est capable de dissuader un peu, pas à un niveau élite, mais tu vois, tu peux le retrouver dans pas mal de registres. Donc, typiquement, la Rolls-Royce du connecteur défensif, et même à un moment donné, c'était plus qu'un connecteur défensif, c'est Draymond Green, tu vois, à un moment donné où... Enfin là, on est presque même sur un playmaker défensif, plus que connecteur. Allez, on va dire Nicolas Batum, tu vois, qui est une forme de Rolls-Royce du connecteur défensif, quoi. Est-ce que tu aurais cru que ça marche dans cette idée, du coup, par exemple? T'aurais crack des Nuggets, par exemple. Moi, Torrey Craig, je l'ai plus comme un défenseur du point d'attaque qu'un connecteur défensif pour le coup. Mais Ok. peut-être que ma mémoire me fait défaut, hein. Vraiment, Nico Batum, pour moi, on est vraiment bien là-dedans, quoi, tu vois. Ok. Je sais pas ce que t'en penses, Paul. Toi, Paul, de ce truc du glue guy, là, du connecteur défensif, offensif. Ah, je cherchais des noms, mais j'en ai pas trop en tête. Je sais pas si vous avez d'autres noms et tout. Et, ça m'est pas venu. Non, mais attends, c'est pour Kate relire. Diop qui a joué aux Spurs, je pense dans l'idée Ouais. de joueur bon nulle part, mais du coup qui excelle nulle part, mais qui est quand même sur le terrain parce qu'il est bon dans plein d'aspects du jeu. André Iguodala Ouais. qui, sur sa version Warriors, tu vois, qui est quand même là-dedans. Et tu vois, c'est intéressant parce que quand tu prends Nicolas Batum et André Iguodala, en fait, les deux sont devenus des connecteurs défensifs par leur IQ dans le temps, mais ce qui leur permet d'exister à leur début, c'est quand même 2-3 qualités élites, quoi, tu vois. C'est marrant cet aspect-là, parce qu'en fait, Iguodala, dans ses premières années, il a quand même 2-3 qualités élites. À minima, ses qualités athlétiques qui sont élites. Et Nico Batum, il a à minima sa longueur, et peut-être même qu'à un moment donné, son spot-up shooting est pas loin d'être élite quand tu prends l'échelle NBA quand il est aux Blazers, quoi, tu vois. Donc c'est intéressant de se dire que, tu vois, si je me garde sur ces deux exemples-là, effectivement, j'en trouve pas beaucoup d'autres. Mais en fait, je me dis, on peut pas trop les anticiper tôt, eux. Faut juste sentir une espèce d'intelligence globale, quoi, tu vois. Mais à un moment donné, pour qu'ils puissent commencer à jouer, il va falloir qu'ils s'appuient sur un truc, quoi. Et du coup, Vous mettez là-dessus, c'est intéressant. des Brandon Clark, des Precious Achiuwa dans ce rôle-là un peu? Un Défensivement, peu plus ouais. compliqué. Mais tu vois la limite que t'as sur les deux. Alors, Brandon Clark est quand même d'un meilleur niveau que Precious Achiuwa. Ouais, c'est sûr. Put some respect on my guy, Brandon Clark, ok. Parce que Precious Achiuwa, Ah, mais là-dessus, on est d'accord. Ouais. j'ai toujours pas compris pourquoi Thibodeau l'aime autant.
Mais tu l'as un peu sur, tu vois, sur Precious, tu l'as un petit peu sur la défense quand même, tu vois. Euh, Brandon Clark, pour moi, on est même proche du rim runner en attaque. Ouais. Tu vois, alors, sur de petites tailles, mais je trouve la finition est vraiment pas mal. Donc, mais ouais, je me dis, il y a pas mal de joueurs peut-être comme ça, tu vois, qui ont tous ces outils, mais à un moment donné, il faut que ça s'appuie sur une qualité élite pour que tu puisses jouer. Donc peut-être que dans le scouting, il faut que, en fait, on se dise qu'à terme, ils deviendront ça parce qu'on sent que l'intelligence est là. Mais il faut quand même un truc pour qu'ils puissent jouer, parce qu'on ne te fait pas démarrer là-dessus. On te fait jamais démarrer sur le connecteur. À part peut-être Rémi Raquez Junior, tu vois, en y repensant, qui est un peu ça quand même. Un peu bon Dylan partout. Jones, cette saison, qui avait un peu ce profil de role-player star à Weber State, c'est ça? Et qui a un shoot, certes en progression, qui n'est pas élite. Il tourne, je crois, presque en triple-double, donc c'est un bon passeur, pas forcément élite, donc il rentre dans cette idée connecteur. Et il a une finition au cercle bien, mais athlétiquement, il n'est pas au-dessus. Et en fait, il arrive dans l'effectif de Thunder parce que c'est un profil que Denio aime beaucoup. Mais c'est encore un ailier trop petit et un arrière trop grand et trop tanké. Donc Ouais, je c'est pense vrai. qu'il peut rentrer un peu dans la case de... Il peut un peu tout faire, mais en même temps, il peut pas non plus faire quelque chose. Tu vois, Rémi Raquez, il y a un peu de ça. C'est un peu un gars qui, tu sentais qu'il y a des vraies qualités sur le shooting, un peu aussi sur sa capacité à porter le ballon. Mais en fait, on va pas lui donner en NBA. Et ce qu'il a fait exister en NBA, c'est son intelligence de jeu. Parce qu'il arrive à être un peu glue guy, quoi. Ce qui est aussi important, je pense, pour ces joueurs, c'est la capacité à gagner. On l'a vu cette saison avec des joueurs comme Yukon. C'est que souvent, ils viennent de grosses facs parce que c'est des facs qui vont gagner en NCAA. Et ce qui est important pour les scouts, je pense, et pour les front office, c'est à quel point l'espèce de le terme de winning mentality. C'est-à-dire que le joueur, il a acquis l'expérience parce qu'il arrive dans un système NCAA qui sait comment gagner. Je prends l'exemple de Yukon cette saison. On a vu que Stephen Castle avait dit ça pour son interview, qu'il a préféré aller à Yukon pour apprendre comment gagner et apprendre comment faire des sacrifices, comment avoir un rôle par exemple plus diminué qu'en high school, et donc justement avoir cette winning mentality, savoir faire des sacrifices. Et du coup, tu arrives, on prend l'exemple aussi de Jacques Wez avec UCLA, dans des grosses facs avec des gros programmes et des coachs plutôt reconnus. Donc forcément, tu as une sorte de gage de qualité parce que si tu es là-bas, c'est que tu n'es pas non plus un no-name. Et si en plus tu as un role player dans une bonne fac NCA qui va loin et qui potentiellement peut gagner des titres, forcément, ton rôle se projette plus facilement, je pense, en NBA dans le même rôle. Ouais, tout à fait. Ouais. Je suis raccord avec toi. Vous avez d'autres choses à dire sur ce glue guy? On a fait le tour. Non, franchement. Moi, j'ai un dernier profil de mon côté, parce qu'en fait, avec tout ce qu'on a tourné là, en fait, vous avez repris l'ensemble des éléments que je m'étais donné. Donc après, si vous en avez, je vous laisserai la main. Moi, le dernier que j'avais, il se rapproche un peu du rim runner, mais c'est le protecteur de cercle. Donc, le rim runner, si on reprend, Paul, tu me dis si on est d'accord, mais le rim runner, on le repère avant tout parce que sa qualité offensive est là, sa qualité de finition au cercle est là. Souvent, les rim runners sont aussi un peu des protecteurs de cercle. Moi, je prends l'autre cas. Le cas où le gars, tu te dis avant tout, c'est un bon protecteur de cercle. Et moi, j'ai l'impression que ces profils-là, quand en NCAA, tu vois peu d'attaques, mais beaucoup de protection de cercle, c'est compliqué de faire le pas en NBA. Parce que les scouts préfèrent se dire, il y a un potentiel offensif et un potentiel athlétique, on va développer son potentiel défensif. Alors que si le potentiel défensif est là et athlétique est là, mais qu'il n'y a pas l'attaque, ils ont un peu plus de mal à se projeter. Donc moi, sur ces profils de protecteurs défensifs, donc typiquement, le premier que j'ai en tête, c'est Kessler, celui auquel j'ai pensé. Et j'ai besoin... Donc on est d'accord, il n'est pas élite en attaque quoi qu'il arrive. Il est pas... moi, ce qu'on a décrit là sur les runners, on est quand même pas loin de mec un peu élite en attaque. J'ai besoin un minima d'un gars qui arrive à se situer dans l'espace derrière le pic. Souvent, tu vois sur ces profils-là des mecs qui, déjà, savent pas ouvrir un pic. Mais bon, en NBA, je trouve que globalement, l'ouverture du pic est souvent très mauvaise, mais ils ont du mal à ouvrir le pic. Donc, bon, ils vont mal ouvrir le pic, mais j'ai besoin qu'ils aient une capacité à se situer dans l'espace. Pourquoi? Parce que, tu vois, l'exemple auquel je pense là tout de suite, c'est Hashim Thabit, qui était... je me rappelle plus où il était. Pas Yukon, Hashim Thabit. Bon, Jasper va nous retrouver ça. Hashim Thabit, pour le coup, la capacité, ou par exemple James Wiseman, qu'on peut aussi prendre, c'est pareil. La capacité à se resituer dans l'espace derrière le pic, elle était catastrophique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, souvent tu te trouves avec un mec qui prend le ballon quand on lui donne sur le pic et fait tout de suite une faute offensive.
ou alors a aucun repère sur où sont ses coéquipiers. Et ça, pour moi, moi, je l'ai comme un gros red flag quand même. Wiseman, je m'étais dit, ça va quand même passer parce qu'il y a peut-être un potentiel de développement shoot, donc je m'étais dit pourquoi pas. Mais ça s'est pas développé. Mais voilà, moi sur ce profil-là, c'est ça que je regarde. Donc tu demandes en fait plutôt des fondamentaux, globalement. Non, parce que si le mec il est élite en protection de cercle et qu'il a des fondamentaux, en fait, t'es même plus sur un role player. En fait, là pour le coup, un mec qui a une énorme protection de cercle et des Ce qu'on fondamentaux. entend par fondamentaux, c'est aussi la pose d'écran et comme tu dis, Ouais, un peu, ouais. Pour moi, c'est des fondamentaux, c'est des choses que tu apprends normalement très tôt et c'est des choses qui paraissent quand même assez simples, mais qui ne sont pas tous pour tout le monde, quoi. Tout à fait. Ouais, non, mais tu as raison en fait. Donc effectivement, j'ai besoin d'un minimum de fondamentaux offensifs. Ok, les mains sont pas là. Ouais. Ok, l'explosivité est pas complètement là. Mais j'ai besoin d'un minimum de qualité offensive. Walker Kessler, on est complètement là-dedans. Hein. Les qualités Ça fait des courses. Hein. Pour moi, c'est fondamental de poser un écran, faire une course. Ouais, ça peut paraître très compliqué, hein, mais ça s'apprend, quoi. Tu vois, Kessler, j'avais un minimum de... Alors, je l'ai pas beaucoup vu. Hein. Moi, j'y croyais pas. Je parle plutôt moi, de ses premiers temps en jazz que de son temps à Auburn. À Auburn, ok, il était à Auburn. Avec Jabari Smith Jr., justement. C'est ça le problème moi, que j'avais dans le scouting. C'est que Jabari Smith était vraiment le rôle de roamer. Et comme Walter Kessler, en NCAA, on peut rester beaucoup plus longtemps dans la raquette. Donc quand t'as un mec aussi grand qui reste autant de temps dans la raquette, forcément, il est quelque part élite. Donc c'est là où on a eu du mal par exemple. à Symbiose, par exemple. Aucun de nous l'avait premier tour, parce qu'on était en mode, c'est très bien, mais on a connu un petit peu presque... Bon, Luka Garza n'était pas forcément élite là-dedans, mais il a quand même des bons chiffres. Mais c'était un joueur qui arrivait en NBA avec une mobilité, mais nulle. Parce qu'en NCAA, tous ces outils où il pouvait ne pas être en danger sur le pic, il restait tout le temps dans la raquette, et du coup, ça fausse un peu les stats, quoi. Ouais, complètement, ouais. Là, il y a un joueur là, qui a signé, je sais plus sur Casalas, Jamarion Sharp, qui doit faire 2m25, 2m30. Pareil, moi je l'ai vu en NCAA, j'ai fait, c'est marrant, quoi, mais il reste dans la raquette. Tu sors de raquette, c'est Boban, le joueur n'est plus un joueur de basket. Ouais, donc tu peux te dire faut un minimum de qualité, de compréhension du jeu offensif pour qu'on le mette sur le terrain et qu'on teste un peu pour voir à quel point il peut rester dans la raquette, quoi. Ouais. Paul, il faut un minimum de mains aussi, parce que si tu le donnes le ballon et que c'est... Boban, tu vois, il a des bonnes mains pour le coup. Il a des mains. Parce que des fois, le ballon, il a un super footwork. Zach Eddy, s'il était prêt aussitôt, c'est parce qu'ils ont vu, et c'est le cas, il a un super footwork qui sait punir un mismatch. Tu vois, pour le coup, Boban, donc on parle de Boban Marjanovic, hein. Lui, il est pas tant sur le terrain pour son rôle de rim runner, il est sur le terrain parce que pour le coup, tous les mismatchs, il les punit tout de suite et qui score, et qui produit beaucoup, quoi. Quand il était en capacité de jouer. Paul, toi, t'en penses quoi là de ces profils un peu de protecteurs de cercle? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, c'est des mecs, quand tu les drafts, soit tu dis on peut en faire un rim runner, soit tu projettes le shoot, on en fera un espèce de rim protector, un peu à la Brook Lopez ou dans un profil différent, mais un peu similaire aussi à un Miles Turner, voire même un Porzy. Après Porzy, il est All-Star et tout. Donc soit tu projettes des qualités en attaque, rim runner ou du shoot, ou alors, un peu comme Kessler qui est un bon exemple, c'est-à-dire que tu le drafts, c'est pas trop ce que ça va faire, mais vu que tu as un Will Hardy au coaching, je pense que quand Danny Ainge le draft, il n'y a pas beaucoup de garanties en fait sur ce qu'on va obtenir, mais vu qu'on a Will Hardy au coaching, on n'a pas beaucoup de pression, on va le mettre en valeur en attaque, il va apporter ce qu'il apporte en défense, donc en fait ça va le faire, quoi. Donc, et après, c'est un profil qu'on a vu de moins en moins au fur et à mesure des années. Au final, si t'as vraiment rien en mobilité et si t'as pas de qualité athlétique ou alors pas vraiment de shoot ou des choses comme ça, tu fais pas long feu en NBA, quoi. Tu as eu, t'as raison, hein, je suis d'accord avec toi, hein, c'est dur d'exister. Effectivement, t'as raison, il y a des gars comme ça qui ont été testés et on a fait confiance au développement. Donc effectivement, c'est peut-être un élément déjà important, c'est de se dire à quel point tu as un bon programme de développement NBA. Parce que pour le coup, Rudy Gobert, il est là-dedans. Hein. Quand il commence à lui donner du temps de jeu, c'est protecteur de cercle et rien d'autre, quoi. Mais tu as accepté de te dire que tu vas réussir à développer un peu quelque chose. Et ils font un peu la même chose avec Kessler, effectivement. Moi, je pense que ce profil-là peut revenir quand même. Je pense. Parce que déjà, il y a l'exemple Zach Edey. Mais Zach Edey, que j'ai peu vu jouer cette année, j'espère, je parle surtout contrôle, il y a quand même une énorme capacité à punir les mismatchs, si j'ai bien compris. Hein.
Énorme, oui. Ouais, ouais, C'est impressionnant pour le coup en termes de. Tu sais pas, de doigts de fée, c'est encore plus que Boban. Il a vraiment un toucher extraordinaire. Donc, Zakiti est un très mauvais exemple de ce que je veux dire. Mais je pense à Rudy Gobert, du coup, et à Kessler, qui ont prouvé que tu pouvais avoir du temps de jeu. Alors, il avait des qualités athlétiques, mais offensivement, c'était catastrophique. Je pense aussi à Mitchell Robinson dans ses premières années, qui finalement a réussi à un moment donné à aller récupérer du temps de jeu. Il y a quand même régulièrement des profils comme ça qui sortent. Et en fait, tu fais confiance à ton programme de développement pour en faire un joueur viable en NBA. Et ben moi, sur ces joueurs-là, voilà, quand je les regarde, ok, généralement, elle est assez évidente, la protection de cercle, c'est assez évident. Voilà, l'élément que je vais regarder derrière, c'est est-ce que on a une base de capacité à se repérer dans l'espace en attaque, quoi. Et s'il n'y a pas ça, là on part de trop loin, c'est trop compliqué. Mais s'il y a ça, ma foi, peut-être qu'on va avoir quelque chose. Je vous raconte une petite anecdote. Je ne vais pas donner de nom parce qu'on ne sait jamais qui écoute ce podcast. Ce week-end, moi, je suis allé voir un match de 3ème division française. Et je vois un gars. Mais les gars, je vous jure, hein, le physique, j'ai cru que c'était pas Adebayo. Physique incroyable. Costaud, sec, long, grand. Je me dis, lui, ça va être quelque chose. Le match démarre. Défensivement, il met un contre incroyable. Et je me dis, mais attends, mais il est incroyable. Et en fait, j'ai compris pourquoi j'étais en N3. En N1, pardon, en 3ème division. Parce que offensivement, mais alors là, on était sur... pas de shoot, évidemment, mais de la finition, mais aucune capacité à se repérer dans l'espace. Et j'étais avec mon pote, et avec mon pote, on se dit... ouais, oui, c'est vrai, faut pas qu'on oublie qu'on est sur de la N1. Faut pas qu'on attende non plus, tu vois, un truc de niveau Euroleague ou Deep Elite, parce qu'en fait, le mec, tu le vois arriver physiquement, ça peut jouer en Deep Elite, quoi, y a pas de souci. Mais ça se repère pas trop dans l'espace, et du coup, ben, t'as cette limite, quoi. Oui, ça se voit assez facilement dans le sens où souvent, je parle même en NCAA et même en Europe, les fins de possession où tu vas souvent, même en les possessions un peu compliquées, tu vas souvent mettre le ballon pour punir un mismatch. Je pense surtout à l'NCAA, mais ça s'applique aussi à l'Europe, chez les jeunes. On a vu ça en équipe de France, c'est que des fois il y a des possessions, elles sont un peu mortes, t'as pas de rythme. Du coup, ce que tu vas faire par défaut, c'est en fait que tu vas donner le ballon au big man qui a pris un peu la position au poste. Et je pense que là, tu vois très facilement si le mec sait se repérer dans l'espace et s'il sait en fait prendre une position, tourner l'épaule et avoir un petit hookshot ou non. Et donc voilà. Je trouve aussi que c'est un des trucs les plus faciles à repérer. Je trouve. Tu vois, ce profil de grand qui en attaque est un peu paumé, je trouve que ça se voit très vite en fait. Et tu le repères tout de suite. Parce que c'est tellement fondamental en fait que t'as même pas besoin de vraiment de 4-5 matchs, quoi. Généralement, au bout de 1 ou 2 matchs, voire même une mi-temps, t'as capté, quoi. Et puis, physiquement, c'est quand même des joueurs assez bruts. Ce qu'on cite des Kessler, Wiseman, Gobert, des joueurs qui sont assez bruts. On voit qu'en fait, honnêtement, s'ils dominent tout d'abord par leur physique, je pense. C'est vrai, ouais, tout à fait. Les gars, est-ce que vous avez d'autres profils à évoquer? Moi, j'ai fait le tour. Est-ce qu'il vous en reste? Ouais. Je vois Paul qui dit non, donc j'espère que ça sera donc le dernier profil. Oh, je suis chiant, hein. Non, bah attends, on est là pour ça, y a pas de problème. Bah, c'est un qu'on a un peu évoqué. Ouais. Et du coup, qui est un peu peut-être voué à mourir, je sais pas. C'est le meneur gestionnaire. Moi, j'ai mis Corey Joseph / Andrew Nembhard. J'ai mis Corey Joseph parce que je pense que c'est l'exemple typique. Mais j'ai mis Andrew Nembhard en rayé. Parce que je pense que Andrew Nembhard, c'est plus qu'un meneur gestionnaire. Je pense que même le terme meneur gestionnaire, ça n'existe plus. On en parlait avant de un meneur qui est uniquement un playmaker et qui sait jouer le tempo. Ça n'existe plus dans la NBA moderne. Et qu'on voit qu'Andrew Nembhard, il sait punir les 1 contre 1. Il a quand même une très bonne capacité de drive. Et c'est pour ça que ça en fait un très bon role-player. Donc je pense que les meneurs, je pense aussi à... mince, comment ça s'appelle celui qui a fait 25 franchises, là, qui était au Pistons, c'est pas longtemps. Très rapide, je sais plus le nom. Le petit... Il a fait plein de franchises assez petits. Enfin bref, qui a un peu le même rôle que... Smith. C'est ça. Pour moi, ça rentre un peu dans le côté de meilleur gestionnaire qui sait jouer le tempo. Alors, Smith, c'est un peu particulier parce qu'il a eu une partie, pendant longtemps, ça a été un shotmaker. Et après, c'est vrai que sur la fin, c'est devenu presque un gestionnaire. Pendant longtemps, ça a quand même été un shotmaker, Smith. Ouais. Bah, c'est pareil, un peu Ray Jackson, c'est un peu l'inverse. Où maintenant, il devient un shotmaker parce que justement... cette capacité espèce de meneur gestionnaire qui gère l'équipe. Permets-moi, Reggie Jackson, c'est un con. Jackson, gestionnaire. Bah, un petit peu quand même. Ouais, il y a une époque où tu pouvais donner le ballon et du coup, il organisait un peu ton attaque. Mais on voit bien effectivement que ce rôle n'existe plus parce que si TJ McConnell, peut-être, c'est peut-être le dernier dans ce rôle-là.
Moi, j'en ai deux en tête que j'ai essayé d'analyser. Donc, je sais, j'ai un avis sur pourquoi ils existent en NBA. Les deux que j'ai en tête, qu'on qualifie souvent de meilleurs gestionnaires, c'est les frères Jones, Trey et Tyus. Là, pour le coup, on est d'accord, hein, j'espère, on est pleinement là-dedans. Ouais. Et en fait, en allant un peu dans le détail, je me suis rendu compte que leur qualité, qui faisait qu'ils existaient en NBA, notamment Tyus, c'est pas tant leur capacité de gestion, c'est leur justesse dans la capacité à mettre du rythme au milieu des attaques. Moi, j'avais comparé Tyus Jones, j'avais fait ce tweet, j'avais comparé à Antoine Dupont. Un mec qui, en fait, est toujours proche du ballon, et dès qu'il le reçoit, il met du rythme. Tyus Jones, il va poser un dribble passe, deux dribbles passe, tout de suite il transfère. Et c'est grâce à ça qu'ils existent, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans ce pur profil de meilleur gestionnaire. Et c'est quand même une qualité qui est excessivement rare. Rare et très très dur à trouver. On l'a vu, je pense, avec un New York, ils ont essayé de faire ça pour moi. Enfin, selon moi, avec Frank Ntilikina, c'est un peu l'option qu'il voulait, avec un peu de rythme. On sait qu'il a un shoot qui n'est pas forcément très bien, mais on l'a vu en équipe de France, il avait un peu ce rôle pour moi de meneur gestionnaire. Complètement. Ouais. Mais là, vu la difficulté qu'on a à citer des joueurs, c'est que c'est un rôle qui peut-être voit mourir ou qui est très compliqué à cibler et très compliqué aussi peut-être à mettre en avant dans une équipe NBA parce qu'il a des qualités qui sont quand même de moins en moins, enfin qui sont vouées à mourir peut-être. Ouais, complètement, ouais. Paul, t'en penses quoi là sur ces meneurs? La gestion du rythme et la capacité à instaurer le bon rythme au bon moment, c'est vrai que c'est une vraie qualité que ces mecs-là ont. C'est souvent des mecs aussi très propres, tu vois, il y a un ratio assist turnover vraiment impressionnant à chaque fois. Et tu vois, un mec comme Darius Garland, par exemple, lui, il a beau être un meneur titulaire qui a été All-Star et tout, lui, il a vraiment du mal à gérer le rythme et à instaurer du rythme. C'est pour ça qu'aux Cavs, il faudrait peut-être un mec derrière au poste de meneur qui sait comment gérer le rythme et ne pas, tu vois, être vraiment, genre, il y a une contre-attaque, en fait, on ne sait pas trop quoi faire. Ou alors on remonte la balle et on joue direct l'action, on joue direct le pic et ensuite on fait le tour du panier, mais en fait, on sait plus trop ce qu'il faut faire après. Et c'est une qualité assez rare. Tu vois, un mec comme Chris Paul, par exemple, c'est le génie, mais après, là, on parle plus de role player. Et c'est une qualité assez rare que finalement, pas mal de meneurs, même si les mecs sont des très bons passeurs, quand tu leur donnes la balle en main, il se passe quelque chose et ils lisent ça un peu avec du scoring. Finalement, c'est une qualité que peu de mecs ont en fait. Mais après, moi, tu vois, j'avais pensé pendant longtemps, il y avait du Delon Wright aussi. Il y a José Ouais. Alvarado qui est un peu dans ce profil-là. Il est moins gestionnaire. Et il arrive à être un peu crafty, tu vois, sur certains choix, ou finalement il sait faire la différence aussi au bon moment. Et puis là, Donc, il s'appuie ouais, sur une autre qualité pour exister qui est sa défense et son pressing tout terrain. Donc ça Ouais, se cumule avec une autre qualité, quoi. Elle peut pas exister Moi, seule. j'ai regardé dans la dernière draft, les profils qui s'approcheraient le plus, c'est Kolek. Mais Kolek, on a vu cette saison que c'était un excellent joueur de pick and roll et que, en plus de ça, il avait un super shoot. Juan Nunez, bah, il est resté en Europe. Et Aijan Mitchell, qui peut être le profil le plus proche, mais qui est quand même un pick 38. Et il a quand même une certaine qualité de shotmaking. Donc effectivement, je pense que le profil de uniquement gestionnaire à la Trey Jones, et Tyus Jones du coup, c'est assez, je pense, compliqué à cibler, et assez compliqué à scouter du coup. Mais tu vois, moi, je serais pas surpris que ces profils-là, ils ont mouru, pour le coup, et on les a plus. Mais je serais pas surpris qu'ils réapparaissent parce que on essaye de plus en plus de cumuler des très très forts shotmakers dans les équipes. D'en avoir notamment deux. Il y a de plus en plus d'équipes Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'équipes maintenant qui ont deux de leurs stars qui sont deux forts shotmakers. Et qui souvent, la contrepartie de ça, c'est que tu as un jeu qui est toujours à contre-temps et à contre-tempo et du coup qui a du mal à générer des bons tirs. L'exemple des Suns, c'est le meilleur. Kevin Durant, Devin Booker sont là-dedans. Ils jouent l'un après l'autre. Ils prennent du coup beaucoup de tirs. Ils ont du mal à générer des tirs faciles. Alors après, ils sont extraordinaires sur les tirs difficiles, mais ils ont du mal à générer des tirs faciles. Moi, je suis persuadé que l'arrivée de Tyus Jones aux Suns va apporter beaucoup. Et elle va apporter beaucoup non pas parce qu'il va monter la balle et libérer Devin Booker de ça, non pas parce qu'il va mettre en place le jeu. Elle va apporter beaucoup parce qu'il a cette qualité, et ça vient de sa qualité de gestion, au milieu des possessions, de ne pas arrêter les premiers écarts qui ont été faits, mais de les accentuer. Et pour cette raison-là, je pense que Tyus Jones va être un gros apport aux Suns. Et je pense qu'il peut avoir beaucoup d'équipes qui ont ce besoin-là, en fait. Et qui, du coup, je pense qu'il peut réapparaître, en fait, ce profil-là, pour le coup. Parce que c'est des générateurs de bons tirs, en fait. À terme, c'est des générateurs de bons tirs.
Mais il faut encore leur laisser le ballon, en fait. Ce qui est le problème, c'est que quand ils arrivent en NBA, souvent aussi, faut leur donner les responsabilités. Donc souvent, c'est des joueurs, je pense, qui sont plutôt aguerris en NCAA, et du coup, on leur laisse la possibilité d'avoir le ballon, parce que si c'est des joueurs, je pense, très jeunes, on va dire peut-être que tu as une capacité de mener gestionnaire, mais souvent, c'est des joueurs qui ont de qui sont expérimentants. On parlait des frères Jones. Pour moi, surtout Trey, il est resté très longtemps à Duke pour faire le pas en NBA, et quand il est arrivé en NBA, on s'est dit, bah ok, on a vu que pendant 3 saisons, c'est lui qui portait un peu l'offense de Duke. Et du coup, on est sûr des qualités qu'il peut avoir. Alors que s'il avait, je pense, fait un one and done, c'est beaucoup plus compliqué de se projeter dans un rôle qui demande énormément d'expérience. Alors, ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris, et je trouve que tu as complètement raison, c'est que dans ce que je décris de mon côté, je pense qu'on ne va pas trop leur laisser la balle. Donc, en NBA, ça, c'est des connecteurs en fait. En NBA, ça devient des connecteurs. Mais là où tu as raison, c'est que du coup, ça demande une grosse efficacité. Tant pis si le volume n'est pas très important, mais une grosse efficacité. Parce que Tyus Jones, quand il est dans son rôle de connecteur, tu l'acceptes aussi, parce qu'il a une très bonne adresse à 3 points, et que sa qualité de choix fait que, à un moment donné, il est très efficace. Et tant pis si c'est un petit volume, parce qu'il apporte d'autres trucs. Mais du coup, tu vois, je pense que ça peut être une voie de sortie pour ces joueurs qui sont des meneurs gestionnaires de petits volumes de scoring, mais à forte efficacité, où on a du mal à se projeter en NBA. Moi, je pense qu'en NBA, ils peuvent se projeter comme des très très gros connecteurs offensifs dans des équipes qui ont très peu de connexions offensives pour le coup. Et voilà, je reste sur Tyus Jones qui pour moi est la Rolls-Royce de ça, quoi. Est-ce que Killian Hayes fait ce profil? Parce que je pense à Frank Non, qui parce que, propose non, en parce que Europe. l'efficacité n'est pas là. T'as raison, ça pourrait si l'efficacité était là. Ça pourrait complètement si l'efficacité était là. Mais comme l'efficacité n'est pas là, non, ça n'est pas le cas. Ok, ça me va. Paul, je sais pas si t'as un complément à ajouter sur ce profil. Ouais, bah après, quand tu leur donnes la balle, en fait, il y a du système autour, quoi. Faut qu'il y ait quand même de la créativité autour. Tu vois, des profils comme Rondo et Rubio qui sont des immenses passeurs, immenses gestionnaires, où on a toujours été frustré par le scoring. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut en ravoir, et ça va être plus rare, parce que Rondo, il a quand même été All-Star. Alors, il avait d'autres qualités, c'était un gros défenseur au début, mais il avait une qualité, il avait un passing qui était exceptionnel, quoi. Et ces mecs-là, le problème, c'est que t'en as beaucoup qui sont pas si créatifs que ça, quoi. Donc au final, il faut quand même qu'il y ait des systèmes autour. Sinon, ils sont pas capables de faire la différence par eux-mêmes, quoi. Ce qui est intéressant sur ces profils aussi, c'est que, tu vois, Rondo, prenons pas Rondo Boston, prenons Rondo Lakers. C'est que même si le volume de création n'était pas à ce point incroyable, tu vois, t'es sur un bon volume de création, mais enfin, Rondo Lakers, t'es pas non plus sur un très très haut volume. Mais par contre, tu sais avec eux que si ils existent dans ton système, ils existent jusqu'au bout. Leur qualité de QI basket fait qu'ils disparaissent pas en playoff. Tu vois, tu peux te projeter assez loin. Moi, je suis sûr que Tyus Jones demain, tu n'auras pas un effet plafond en playoff. Tu vas pas te dire, en fait, quand j'arrive en demi-finale de conférence, comme tu peux me dire, je sais pas, avec Rudy Gobert, ça n'arrive plus à jouer. Je suis sûr que Tyus Jones, jusqu'au bout, ça joue. Donc, tu sais que si tu arrives à l'intégrer dans ton système, parce qu'en fait, ce qui fait la différence dans les derniers moments, c'est la qualité de choix. Sa qualité de choix, elle sera toujours là. Et Rondo, dans le titre des Lakers, il est sur un volume de production de points qui est très bas. Il est sur un volume de production de création qui, quelques matchs, est haut, mais globalement, est pas haut. Un volume de défense qui n'est pas spécialement haut. Mais tu sais que tu joues jusqu'au bout et son rôle, il est décisif dans le titre. Parce qu'à chaque fois que tu le mets sur le terrain, à chaque fois que le ballon passe par lui, tu génères que des bons choix. Tu génères que des bons choix, que des bons choix, que des bons choix. Et tu fais que punir la défense en permanence. Donc voilà, moi je trouve que du coup, ils ont un intérêt. Et pour le coup, en Europe, ils existent encore beaucoup. Et on les voit en FIBA, où ils sont prisés même. En FIBA, en grande compétition internationale, ils sont prisés. Je pense à un joueur comme Abramovic qui a failli rentrer en NBA cette année chez les Serbes. Abramovic, qui est quand même champion du monde. Lui, tu le fais jouer. Tu le fais jouer jusqu'au bout. Parce que tu as cette qualité de choix qui fait que tu existes à tout moment. Et ce qui est marrant, du coup, je pense que c'est une école qui européenne, même nord-américaine, parce qu'on cite des Rubio, Alvarado, Hayes, Abramovic, Micic peut-être aussi, ou des Teodosic qui ont tenté leur aventure en NBA. C'est peut-être aussi une façon de voir le basket en Europe, parce qu'on a des possessions plus courtes, parce qu'on a une façon d'attaquer qui est différente. Et du coup, c'est dans le scouting, c'est peut-être plus simple pour nous de se projeter chez des joueurs européens, parce qu'ils ont déjà un peu ce système de jeu
où il C'est faut vrai. avoir ce côté gestionnaire. C'est vrai, c'est vrai. Et tu vois, Misic, c'est un bon exemple. Bon, les gens qui me connaissent savent que j'adore Misic, donc je suis très anglais. Mais une des convictions que j'ai avec Misic, alors moi je pense qu'il est arrivé 2 ans trop tard en NBA, mais une des convictions que j'ai avec Misic, c'est que si tu arrives à l'intégrer dans ton système, tu seras pas déçu en finale de conférence, en finale NBA. Bon, en plus, il se trouve que Misic, on est peut-être sur le mec qui a mis le plus de shoot clutch dans l'histoire de l'Euroleague et qui a quand même gagné une Euroleague sur un shoot décisif. Donc, en plus, il y a un peu de qualité de shotmaking. Mais sa qualité de compréhension de jeu fait que je suis sûr et certain que si tu arrives à l'intégrer dans ton jeu et que tu arrives à le cacher en défense, il va te servir très loin. Très très loin, il va te servir. Tu le sortiras jamais de ta rotation après. Ouais, mais c'est pas si facile de les cacher en défense. En Bah, général, c'est quand même des profils un peu frêles. Il y a aussi le revers de la médaille sur la moitié des possessions qui font qu'ils sont quand même très souvent ciblés en défense aussi. c'est pour ça qu'ils existent en Europe et moins en NBA, parce qu'en Europe, il n'y a pas la limite des 3 secondes dans la raquette, donc ils sont plus simples à cacher. Frank Euh, Mason, par exemple, je pense. Bah ouais, complètement, ils sont un peu plus C'est simples à des cacher, teams quoi. Frazier, là, les trucs comme ça. Ouais, ouais, complètement. Euh, on a fait le tour un peu des profils, on pourrait continuer sans arrêt. Euh, on s'était juste dit, Paul, je vais te donner un peu la main, on s'était juste dit, sur ces différents profils de role-players, sur des postes de combo, allez, 1-2, les postes d'ailier, les postes d'intérieur, en fait, c'est quoi les prérequis et c'est quoi les éléments bonus où là, vous vous dites, ça permet d'aller beaucoup plus loin. Paul, c'était ta proposition, je te propose de te donner la main. Sur les combos, là, c'est quoi un peu tes prérequis? Pour moi, pour un combo, les prérequis, je dirais quand même le shoot. Ouais, Même que le mec, quand il est petit, enfin, ouais, le combo, c'est un poste 1-2, donc il faut qu'il y ait du shoot, quoi. Quand il est grand, on en demande un peu moins, mais quand il est... je trouve que c'est pas un prérequis, mais s'il y a du jeu off-ball, évidemment, avec le shoot, bah, c'est encore mieux. Euh, Ensuite, c'est pareil, vu qu'il est petit, je trouve qu'il faut qu'il y ait des qualités athlétiques aussi s'il veut vraiment devenir un role player élite. Et ensuite, des bonus, que s'il y a du playmaking défensif, tu vois, je pense à un Rick ouais. Shepard où moi je me dis, il y a un tel niveau de playmaking défensif que ça deviendra au pire un role player élite. Et en bonus, tu as du playmaking défensif lié à des qualités athlétiques et un gros moteur en défense, le must du must, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi sur tes prérequis. Et tu vois, c'est marrant parce que je me suis dit, effectivement, sur le bonus, je me fixe plus la défense que le playmaking. Donc je suis d'accord avec toi, tu vois, je suis plus sur la défense que sur le playmaking pour le coup, sur ces joueurs-là. C'est parce que souvent, effectivement, ils sont petits, donc faut qu'ils existent. Tu vois, dans ce que tu décris, typiquement, Bronny James, si le shoot se stabilise, t'as presque tout ce que tu décris en fait, hein. Après, moi je dis pas que ça va Ouais, marcher, hein, mais tu vois, t'es là-dedans, t'es dans ton combo petit, possiblement shooter, possiblement athlétique et possiblement connecteur défensif. Moi je pense qu'en plus le bonus, que c'est le seul truc sur lequel j'ai un peu une ouais, certitude sur Bronny ouais, c'est James, vrai. c'est sur la collection défensive. J'espère, toi, sur ces combos, tu vois d'autres éléments? Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. Tout pareil. C'est quoi ton avis sur Bronny James d'ailleurs, toi, j'espère? Bah, il devrait pas être en NBA, selon moi. Ouais, Il aurait dû prendre une NCAA, mais de toute façon, c'était attendu, hein. Enfin, je pense que c'est vraiment le joueur, il n'y avait aucune surprise. Je pense qu'aussi, il a bénéficié d'un contexte USC, si je ne me trompe pas, absolument affreux. On parle d'une équipe qui était censée jouer le titre, qui n'arrive même pas à la March Madness. C'est-à-dire que March Madness, quand même, pour pas y aller, faut vraiment faire une mauvaise saison. hmm. On l'a vu même avec Isaiah Collier, hein, la hype de Isaiah Collier, elle a complètement chuté. Parce que bah, ça arrive que des équipes NCAA ne marchent pas. Pas forcément le mauvais choix du coach, il y a plein de facteurs. Du coup, j'aurais aimé le voir une deuxième saison en NCAA parce qu'on a quand même peu vu. Après, j'aime bien le côté défense-shoot. Il y a un peu de, je sais pas, Josh Hart. J'avais bien aimé les comparaisons avec Josh Hart. Je vois un peu ce profil dans le futur. Ouais, moi sur Bronny, je suis tu peux ajouter à ce contexte difficile quand même son malaise qu'il a eu en pré-saison, qui est quand même Oui, pardon. un impact, je pense, important. Moi, je suis vraiment très déçu qu'il fasse pas une deuxième saison NCAA parce que je vois, enfin, j'ai peu vu jouer comme tout le monde, son volume de jeu NCAA est bas et donc j'ai réussi à gratter les quelques images qu'on avait de high school et puis les images de NCAA. Je pense qu'il y a quand même des qualités à développer, mais je pense ils ont vraiment fait une énorme erreur en lui faisant pas passer une année de plus en NCAA pour stabiliser un peu tout ça. Je pense Ouais, que c'est une énorme erreur. Après, tu peux ah, aussi si, si, parce passer une que... année de saison en G-League en disant bah on a vu quand NCAA n'était pas prêt. Déjà, on veut savoir si physiquement ça va mieux.
Parce qu'on ne sait pas on sait pas à quel point il est rétabli, parce qu'on sait très bien qu'en plus qu'entre info et intox pour un joueur aussi connu, ils laissent filtrer ce qu'ils veulent. Hmm. Donc peut-être que ce qui est bien aussi, c'est de le faire passer un peu en G-League, le côté un peu incubateur de base de la G-League, c'est aussi pour ça. C'est pour lui donner plein de responsabilités, lui dire en G-League, bah amuse-toi, on va voir, on va dire, bah ok, le ballon, là tu prends le ballon, on a vu que tu as peut-être des qualités de connecteur plus tard qu'on va pouvoir utiliser. Paul, sur Brony, tu voulais dire un truc? Oui, enfin, je pense que c'est plus un pari sur Brony sur du court terme, parce que je pense qu'il y a le risque si jamais il fait une saison NCAA, parce que oui, on a tous, enfin, on avait tous une deuxième saison NCAA. Je trouve que la proba pour que sa deuxième saison en fait soit pas si folle que ça et soit assez décevante, elle était assez haute. C'est pour ça qu'ils font un pari de se dire on le met tout de suite en NBA, parce que on se dit si jamais il fait une deuxième saison NBA, en fait, il fait pas forcément bien mieux, donc du coup sa cote descend encore plus. Oui, et puis tu peux aussi dire que sa cote, elle ne sera jamais aussi haute que le moment où son père est en NBA. Ouais. Il a quand même récupéré un contrat de 4 ans. Hein. Il a un contrat de 4 ans à 2 millions l'année, quoi. Donc, ça permet de le valider. Les ailiers, Paul, du coup, sur les ailiers, c'est quoi tes prérequis, c'est quoi tes bonus? Prérequis, je pense qu'en 2024, le shoot, quand même un prérequis. Alors peut-être pas à des mêmes niveaux de pourcentage que le combo, mais le shoot pour moi c'est quand même un prérequis. Ensuite, la défense point of attack, je pense que c'est un prérequis. Donc je pense à la mobilité latérale aussi, les qualités d'un bon défenseur point of attack. Et j'avais en attaque la capacité à connecter, à devenir un connecteur, à comprendre le jeu, à comprendre juste les bases du jeu et à bien exécuter en fait tes passes, quoi. Donc la vision du jeu et le connecting général en attaque. Et ensuite en bonus, j'avais même si ça devient encore, ça pourrait même être un prérequis aujourd'hui, mais la capacité à drive. Moi, je l'ai en, Et moi, si je l'ai en jamais il y a de la prérequis pour rim le coup. protection, Moi, je l'ai en prérequis pour le coup, la capacité à drive, pour le coup, maintenant. ok, d'accord. Ouais, j'avais plus en bonus, mais j'avais aussi la rim protection. Où, si tu vois un ailier qui peut vraiment apporter sur de la rim prot, c'est un énorme plus. Ouais, ce qui est assez rare pour le coup, mais effectivement, quand tu l'as, t'es bien content de l'avoir. Et Jonathan Isaac, Ouais, c'est sûr. typiquement, t'es bien content de l'avoir. McDaniels aussi. Ouais, McDaniels, Herb Jones, c'était. c'est des mecs à qui tu files tout de suite des très très gros contrats. Alors que, effectivement, t'es sur un profil de role player. J'espère t'en vois d'autres des prérequis sur ces ailiers ou des bonus? Non, je suis d'accord aussi pour le drive, je pense que c'est quelque chose que j'aurais peut-être mis un peu plus haut pour le drive. En fait, j'aurais découpé, je pense, combo shoot, ailier drive et peut-être intérieur playmaking. J'aurais découpé ça comme ça, je sais pas si Eh ben, vous en pensez. ouais, ça peut. Sur les intérieurs, peut-être Paul, tu peux nous redire un peu quels sont tes prérequis et tes bonus? Donc mes prérequis, je dis la rim protection quand même, la capacité à bien protéger ton cercle. Parce que si jamais aujourd'hui un pivot qui protège pas son cercle, soit c'est un immense talent offensif comme Jokic, dans une moindre mesure un Şengün par exemple. Et donc, Soit, t'es plus un role player, t'es une star? ouais, donc ça veut dire c'est soit en gros t'es une star offensive et tu peux te permettre de rien apporter ou presque sur de la rim protection, même si c'est pas vraiment le cas, mais quand même. Donc, ouais, la rim protection, pour moi, c'est un prérequis. La dureté physique aussi, c'est un prérequis. Pour un intérieur, je trouve que c'est super important. Et aujourd'hui, je pense que j'ai quand même le passing en prérequis si tu veux vraiment devenir un role player efficace dans des hautes sphères de playoff. Alors, on a vu des pivots dans des hautes sphères de playoff qui n'ont pas vraiment de passing. Et je trouve que ça devient de plus en plus un prérequis. On a eu quand même. Même si Lively est pas mal, je trouve quand même, et pas si mauvais sur le passing, mais on a eu Gafford quand même, qui sur le passing est vraiment bas. Hein. Tu vois, Ouais, c'est ça. ça existe. Ça peut exister, quoi. Ouais, c'est sûr. Ah, là, il y a une grosse différence entre les deux, ouais. Et en bonus, j'avais le shoot. Si jamais il y a du shoot, alors là, c'est vraiment en bonus. Et je savais pas trop si je devais les mettre en prérequis ou pas, donc je vous pose la question. Est-ce que la mobilité, notamment en défense, la mobilité de pouvoir switch sur des meneurs, et le fait d'avoir un petit hook aussi en attaque, du cercle, vous les mettrez en prérequis ou alors bonus pour vous? Moi, la mobilité, je la mettrais. Comment dire? Si t'as un minimum de mobilité, la vraie mobilité devient un bonus.
Mais le prérequis, c'est d'avoir un minimum de mobilité. Tu vois, genre, je reprends Taco Fall, tu vois. Taco Fall, t'as pas le minimum de mobilité, et donc là, ça devient un prérequis. Mais je pense que dans les systèmes défensifs d'aujourd'hui, on a tellement mis en place des rim protecteurs qui campent la raquette avec le deep drop que t'as peut-être moins besoin de mobilité qu'il y a 10 ans pour exister, à condition que t'aies le hook et que t'aies un peu de punition de mismatch pour compenser, je pense. Moi, j'en ai un autre quand même en prérequis. Je l'ai dit un peu tout à l'heure, ça va un peu avec le passing, mais la capacité à se repérer dans l'espace, pour le coup. C'est-à-dire, je reçois la balle suite au roll, ou j'en suis où là? J'en suis où à ce moment-là? Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un truc où j'ai l'impression qu'on s'est beaucoup planté sur des mecs où en fait ça c'était visible et on l'a pas vu. Et tu me fais peur, j'espère, avec Alexar sur ça. tu me fais peur avec lui là-dessus parce que quand je t'écoute à chaque fois, j'ai l'impression que ça on l'a pas et ça me fait un peu flipper. Bah, on parlait de fondamentaux, Axar ne sait pas poser un écran, hein. Là-dessus, je pense qu'on est... Alors, la sûr. pose d'écran, pour le coup, il y a quand même pas mal de pivots NBA où je trouve qu'elle est très mauvaise. Et peut-être le plus grand joueur de demain, Victor, pour moi, elle est cata la pose d'écran. Ça existe quand même, tu vois. Ouais. Après, je pense que aussi, dans ce que je parle dans la pose d'écran, il y a aussi tout ce côté timing. Genre, timing de roll, tu parlais effectivement de... Se repérer dans l'espace, pour moi, c'est ça. C'est parce que tu gères du spacing. Comment tu gères? Parce que t'es dans le bon timing, t'es dans le même tempo que ton meneur, et du coup, tu as de l'espace parce que tu sais te repérer dans l'espace. C'est une sorte une causalité, en fait. Ça va à côté pour moi. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et t'avais d'autres bonus, toi? Non, je crois pas. Je pense qu'on a tout évoqué. Un tête comme ça. Bah écoutez, les gars, je pense qu'on a fait un bon tour. On a fait un bon tour d'horizon là de ces différents sujets. Je suis pas sûr qu'on fera un 3e épisode parce que le but c'était de vous le proposer en 2 épisodes. Moi, je vous le dis, j'ai kiffé faire ces 2 épisodes parce que je trouve que ça permet pour moi aussi, ça me permet de me repositionner des critères en fait sur les différents éléments et je trouve que c'est un bon exercice pour justement se remettre ces critères. J'espère que vous aussi vous avez kiffé les faire. Un plaisir. Et puis on va pouvoir continuer. Jasper, est-ce que tu peux rappeler où on peut te retrouver? On peut me retrouver du coup sur le podcast Symbio Basketball, je peux faire ma pub un petit peu, qui va faire sa rentrée normalement assez vite. On est en train de regarder ça parce qu'en ce moment avec l'agenda de tout le monde c'est un peu compliqué, surtout qu'il y avait les JO. Du coup on a pas mal qui étaient pris chez nous pour les JO. Donc là on va faire la rentrée tranquillement, comme d'habitude, NCA, OTE, NBL, G-League, enfin toutes les ligues qui existent, et chez les jeunes quoi, globalement. Bah écoute, super. Paul, on te retrouve toujours chez Q-Basket pour toujours plus de bonne humeur et d'analyse. Et sur la conversation, évidemment. Sur la conversation Facebook. Sur Twitter aussi un petit peu. Et sur Twitter, effectivement. Tu rappelles ton compte Twitter peut-être? Fini-VDC sur Twitter. Ouais. Et je parle pas mal de basket, un peu de foot, un peu de politique aussi des fois. C'est le mec le plus insupportable à trouver sur Twitter. Quand je fais les tweets pour annoncer les podcasts qu'on a fait ensemble, putain, le Vini marche pas, ça me renvoie pas, c'est pas Bioti, mon cul, j'arrive jamais à le retrouver, c'est une catastrophe. À chaque fois, je perds mon temps, ça me rend ouf, je fais putain, il peut pas avoir un nom de profil plus simple, bordel. C'est à chaque fois impossible à retrouver, putain. C'est comme ça, c'est la vie d'artiste qu'il a choisi de mener. En tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.